Ce soir-là, en regardant l'écran de mon téléphone, j'ai compris qu'une maison peut cacher bien plus que des meubles et des souvenirs. Je m'appelle Apolline Darcy, j'ai 62 ans. Et ce que j'ai découvert cette nuit-là a changé ma vie pour toujours. Tout a commencé par un malaise. Un de ces malaises sourds, invisibles, qui s'installe sans bruit dans une maison trop grande. J'habitais seule depuis 3 ans, depuis la mort de mon mari, Henri. Une belle demeure bourgeoise dans le 16e arrondissement de Paris. 3 étages, un jardin intérieur, des moulures au plafond, le genre de maison qu'on montre fièrement aux invités. Mais ces derniers mois, quelque chose avait changé. Des objets déplacés, des tiroirs laissés entr'ouverts, des bruits la nuit. Au début, j'ai pensé que c'était moi, la mémoire qui flanche, l'âge qui joue des tours. Je me suis dit, Apolline, tu deviens paranoïaque. Mais il y avait autre chose. Ma fille, Mathilde, venait me voir presque tous les jours, avec son mari, Timothée. Timothée, 38 ans, sourire charmant, toujours serviable. Apolline, laissez-moi porter ça. Apolline, vous devriez vous reposer. Apolline, je m'occupe de tout. Au début, j'étais touchée. Après la mort d'Henri, j'avais besoin d'aide. Timothée s'occupait de mes papiers, de la banque, des réparations. Mais peu à peu, j'ai senti quelque chose d'étrange dans son regard. Une impatience. Une avidité masquée sous la gentillesse. Un soir, j'ai entendu une conversation dans le couloir. Mathilde et Timothée parlaient à voix basse. Je n'ai saisi qu'un mot. Testament. Mon cœur s'est serré. Le lendemain, j'ai remarqué que des documents avaient disparu de mon bureau. Des papiers concernant la maison. Mon notaire m'avait envoyé un courrier et je ne le retrouvais plus. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'agir. J'ai appelé un installateur discret. Un homme recommandé par une amie. Il est venu un matin, pendant que Mathilde et Timothée étaient absents. 4 caméras, une dans le salon, une dans le couloir, une dans mon bureau, une dans la cuisine. Invisible, silencieuse, connectée à mon téléphone. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai menti. Mathilde, chérie, je pars quelques jours chez tante Marguerite en Normandie. J'ai besoin de repos. Elle a eu l'air surprise, mais elle a souri. C'est une excellente idée, maman. Tu devrais te reposer. Timothée et moi, on s'occupera de tout ici. Ce sourire m'a glacé le sang. Le soir même, je suis partie. Mais je ne suis pas allée en Normandie. Je me suis installée dans un petit hôtel à 2 rues de chez moi. Chambre 17, vue sur une cour intérieure. J'ai ouvert l'application sur mon téléphone. 4 écrans. Ma maison, vide. J'ai attendu. Le premier jour, rien. Le deuxième jour, Mathilde est passée rapidement. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle vérifiait que j'étais bien partie. Le troisième jour, Timothée est entré seul. Il a fouillé mon bureau, méthodiquement, calmement. Je voyais tout. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Et puis, le 4e soir, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché. Une voix de femme, âgée, douce, mais ferme. Madame Darcy? Oui, qui êtes-vous? Je suis votre voisine, Madame Leclerc, du numéro 8. Je l'ai reconnue. Une femme discrète, toujours élégante, que je croisais parfois dans la rue. Madame Leclerc, que se passe-t-il? Il y a eu un silence. Puis elle a dit, d'une voix grave, « Attendez minuit, vous verrez tout. » Et elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, les mains tremblantes. Minuit. Pourquoi minuit? J'ai regardé l'heure. 22h30. 1h30. J'ai posé mon téléphone sur la table de nuit. Je me suis assise sur le lit, les yeux rivés sur les 4 petits écrans. Ma maison était silencieuse, vide. Les minutes ont passé comme des heures. 23h, 23h30, 23h50. Mon cœur battait de plus en plus fort. Et puis, à minuit pile, la porte d'entrée s'est ouverte. Timothée. Il n'était pas seul. Mathilde était avec lui. Et un homme que je ne connaissais pas. Costume sombre, mallette à la main. Ils sont entrés dans mon salon. Timothée s'est dirigé vers le mur, vers la grande photo encadrée de moi et Henri, notre portrait de mariage. Il a pointé la photo du doigt, et j'ai lu sur ses lèvres « Elle signera demain, qu'elle le veuille ou non ». J'ai failli lâcher mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que l'écran est devenu flou. Qu'est-ce qu'il voulait en me faire signer? Et surtout, comment comptait-il me forcer? Parfois, on fait confiance à ceux qui ne devraient jamais en recevoir. Et vous, avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Cette nuit-là, dans cette chambre d'hôtel anonyme,
J'ai regardé l'écran de mon téléphone jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Timothée, Mathilde et cet homme inconnu sont restés dans mon salon pendant près d'1 heure. Ils parlaient, ils riaient même. Et moi, à 2 rues de là, j'étais prisonnière de ma propre vie. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là. J'ai regardé les 4 écrans jusqu'à ce qu'ils partent, vers 1 heure du matin. Ils ont emporté des dossiers de mon bureau. Des dossiers que je n'avais jamais autorisé personne à toucher. Quand le silence est revenu dans ma maison, j'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient encore. Je me suis allongée sur le lit étroit de cette chambre d'hôtel, les yeux fixés au plafond. Et j'ai repensé à tout, à comment j'en étais arrivée là. Il faut que je vous parle de ma vie d'avant. De cette vie que je croyais solide, construite sur des fondations de pierre. J'ai épousé Henri Darcy quand j'avais 24 ans. C'était un homme bon, avocat d'affaires, brillant, mais discret. Il ne parlait jamais fort. Il n'avait pas besoin de le faire. Quand Henri entrait dans une pièce, les gens se taisaient pour l'écouter. Nous avons vécu 38 ans ensemble. 38 ans dans cette maison du 16e arrondissement. Une maison qu'Henri avait achetée avec ses premiers honoraires. Il était si fier ce jour-là. Je me souviens de son sourire quand il m'a tendu les clés. « Apolline, cette maison, c'est pour toi, pour nous, pour notre famille. Nous avons eu Mathilde 2 ans plus tard. Mathilde, mon unique enfant, ma fille. Pendant longtemps, elle a été ma joie, ma raison de vivre. Je me souviens de ses cheveux blonds quand elle était petite, de ses rires dans le jardin, de ses dessins collés partout sur les murs de la cuisine. Henri l'adorait. Il rentrait tard le soir, épuisé par ses dossiers, mais il montait toujours dans sa chambre pour lui lire une histoire. « Papa, encore une, encore une. »« D'accord, ma princesse, une dernière. » Et il lisait, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Nous formions une famille heureuse. Du moins, je le croyais. Mathilde a grandi. Elle est devenue une jeune femme élégante, cultivée. Elle a fait des études de droit, comme son père. Henri était si fier. Tu vois, Apolline, elle a hérité de mon cerveau et de ta sensibilité. Il avait raison. Mathilde était brillante, mais elle était aussi douce, attentionnée. Enfin, c'est ce que je pensais. Tout a changé quand elle a rencontré Timothée. C'était il y a 7 ans. Mathilde avait 30 ans. Elle travaillait dans un cabinet d'avocats prestigieux. Elle rentrait tard, elle était fatiguée, mais elle semblait heureuse. Un soir, elle nous a annoncé qu'elle avait rencontré quelqu'un. Il s'appelle Timothée. Il est merveilleux. Vous allez l'adorer. Henri et moi étions ravis. Mathilde n'avait jamais eu de relation sérieuse. Elle était toujours trop occupée par son travail. La première fois que j'ai vu Timothée, c'était un dimanche midi. Mathilde l'a amené déjeuner à la maison. Il était, charmant, grand, brun, des yeux clairs, un sourire facile. Il s'est présenté avec un bouquet de pivoines. Mes fleurs préférées. Madame Darcy, Mathilde m'a dit que vous aimiez les pivoines. J'espère que celles-ci vous plairont. J'ai souri. J'ai été touchée. Henri l'a observé pendant tout le repas, discrètement, comme il observait les témoins au tribunal. Après le déjeuner, quand Mathilde et Timothée sont partis, Henri est resté silencieux. « Alors, tu l'as trouvé comment ?» ai-je demandé. Il a réfléchi un instant. Il est poli, bien élevé. Mais il y a quelque chose, je ne sais pas, quelque chose dans son regard. « Henri, tu es trop méfiant. C'est un garçon charmant. » Il a hoché la tête, mais il n'a rien ajouté. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir écouté cette intuition. Timothée et Mathilde se sont mariés 1 an plus tard. Un mariage magnifique, à l'église Saint-Philippe du Roule. 200 invités. Une réception dans un hôtel particulier près du parc Monceau. Henri a payé tout, sans hésiter. C'est notre fille unique, Apolline. Elle mérite ce qu'il y a de mieux. Mathilde était radieuse dans sa robe blanche. Timothée, impeccable dans son costume sur mesure. Ils avaient l'air si heureux. Pendant la réception, Timothée est venu me voir. « Apolline, merci pour tout. Je vous promets de prendre soin de Mathilde. » Toujours, j'ai cru en cette promesse. Les 2 premières années de leur mariage ont été calmes. Timothée travaillait dans la finance. Il avait un poste bien payé dans une banque d'affaires. Mathilde continuait au cabinet. Ils habitaient un appartement près de la place Victor Hugo. Il venait nous voir tous les dimanches. Henri vieillissait. Son cœur le fatiguait. Mais il continuait à travailler. Il disait que le travail le maintenait en vie. Le jour où je m'arrête, Apolline, c'est que je suis mort. Je lui disais d'arrêter, de profiter, de voyager. Mais il n'écoutait jamais. Et puis, un matin de novembre, il y a 3 ans, Henri ne s'est pas réveillé. Crise cardiaque, pendant son sommeil.
Paisible, m'a dit le médecin. Mais pour moi, rien n'était paisible. Mon monde s'est effondré. Les semaines qui ont suivi ont été un brouillard. Mathilde et Timothée se sont occupés de tout. Les funérailles, les papiers, les démarches. J'étais incapable de penser, incapable de décider. Maman, laisse-nous faire. Repose-toi. Tu n'as pas à t'occuper de ça. Mathilde était tendre, présente. Elle venait tous les jours. Timothée aussi. Il s'est occupé des comptes bancaires, des assurances, du notaire. Apolline, Henri a tout bien organisé. Vous n'avez à vous soucier de rien. Je m'occupe de tout. J'étais reconnaissante. Je me disais, quelle chance d'avoir un gendre aussi dévoué. Mais peu à peu, j'ai remarqué quelque chose. Timothée posait beaucoup de questions. Sur la maison, sur mes économies, sur le testament d'Henri. Apolline, vous avez pensé à faire un testament vous aussi? C'est important à votre âge. Apolline, cette maison est immense. Vous ne pensez pas qu'elle est trop grande pour vous seule? Apolline, vous devriez mettre Mathilde sur vos comptes, au cas où il vous arriverait quelque chose. Au début, je trouvais ça normal, prévoyant. Mais il revenait sans cesse sur ces sujets, avec insistance. Un soir, 6 mois après la mort d'Henri, Timothée est venu seul. Mathilde avait une réunion tardive au cabinet. Nous avons dîné tous les deux. Un dîner simple, soupe, poulet rôti, salade. Pendant le repas, Timothée a sorti une enveloppe de sa poche. Apolline, j'ai réfléchi. Cette maison représente beaucoup de travail pour vous. L'entretien, les charges, les réparations. Vous devriez penser à la vendre, ou à la mettre au nom de Mathilde. Pour éviter les complications fiscales plus tard, j'ai reposé ma fourchette. Timothée, cette maison, c'est ma vie. Henri et moi l'avons construite ensemble. Je ne veux pas la vendre. Il a souri. Mais ce sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Bien sûr, Apolline. Je comprends. C'est juste une suggestion. Pour vous protéger. Il a remis l'enveloppe dans sa poche. Ce soir-là, après son départ, j'ai eu un malaise. Une sensation étrange. Comme si quelque chose de froid s'était glissé sous ma peau. Les mois ont passé. Timothée continuait à venir, à poser des questions, à insister. Mathilde aussi avait changé. Elle était distante, préoccupée. Un jour, je lui ai demandé « Mathilde, tout va bien entre toi et Timothée ?» Elle a détourné le regard. « Oui, maman, tout va bien. » Mais je voyais bien que non. Il y avait quelque chose, une tension, une ombre. Et puis, il y a eu cet incident avec mes bijoux. Un matin, j'ai voulu porter le collier que Henri m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. Une chaîne en or avec un petit pendentif en émeraude. Je suis allée dans ma chambre. J'ai ouvert le coffret sur ma coiffeuse. Le collier n'était plus là. J'ai fouillé partout, dans les tiroirs, dans l'armoire. Rien. J'ai appelé Mathilde. « Chérie, tu n'aurais pas vu mon collier en émeraude ?» Il y a eu un silence. « Ton collier ?»« Non, maman. »« Pourquoi ?»« Il a disparu. Je ne comprends pas. » Autre silence. « Tu es sûre que tu ne l'as pas rangé ailleurs ? Tu sais, avec l'âge, on oublie parfois. » Ces mots m'ont blessée. « Mathilde, je n'oublie rien. Ce collier était dans mon coffret. Toujours. Bon, on va le chercher ensemble la prochaine fois que je viens. Ne t'inquiète pas. » Mais elle n'est jamais revenue chercher. Et le collier n'est jamais réapparu. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à surveiller. Les tiroirs, les placards, les objets, des choses disparaissaient, puis réapparaissaient, puis disparaissaient à nouveau. Des documents aussi, mon passeport, mes relevés bancaires, des lettres du notaire. Je les retrouvais parfois dans des endroits où je ne les avais jamais mis. J'ai commencé à douter de moi. « Apolline, tu deviens folle. C'est le chagrin, c'est la solitude. » Mais au fond de moi, je savais. Quelque chose se passait dans ma propre maison. Quelque chose que je ne contrôlais plus. Et c'est ainsi que j'en suis arrivée à cette décision. Les caméras, le mensonge, le départ. Cette nuit-là, dans cette chambre d'hôtel, j'ai compris que ma vie telle que je la connaissais était terminée. Henri était mort, Mathilde avait changé. Et Timothée voulait quelque chose qui m'appartenait. Et il était prêt à tout pour l'obtenir. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cela me ferait du bien de savoir que je ne suis pas seule. Le lendemain matin, je suis restée dans cette chambre d'hôtel jusqu'à midi. J'avais peur de sortir, peur de croiser quelqu'un qui me reconnaîtrait. Peur que Mathilde ou Timothée découvrent que je n'étais jamais partie en Normandie. Mais surtout, j'avais peur de ce que j'allais encore découvrir. J'ai commandé un café et un croissant au room service. La femme de chambre a frappé doucement à la porte. Elle avait mon âge, peut-être un peu plus jeune, des cheveux gris attachés en chignon. « Voilà, madame. Bon appétit. »
Elle m'a regardé avec une gentillesse qui m'a touchée. « Merci », ai-je murmuré. Quand elle est partie, j'ai regardé le plateau. Le café fumait doucement. Le croissant sentait bon le beurre frais. Mais je n'avais pas faim. J'ai pris mon téléphone. Les 4 écrans étaient allumés. Ma maison était silencieuse, vide. Le soleil entrait par les grandes fenêtres du salon. Tout paraissait normal, paisible. Mais je savais que rien n'était normal. J'ai décidé de rester encore quelques jours, de continuer à observer. Je voulais comprendre, savoir ce qu'il préparait vraiment. Ce document que Timothée voulait me faire signer. Cette phrase qu'il avait dite devant la photo d'Henri et moi, elle signera demain, qu'elle le veuille ou non. Qu'est-ce que c'était? Un testament? Une procuration? Une donation? Je devais le savoir. Cet après-midi-là, Mathilde est venue à la maison. Je l'ai vue sur l'écran du salon. Elle portait un tailleur beige. Ses cheveux étaient attachés. Elle avait l'air fatiguée. Elle est restée debout au milieu du salon pendant un long moment, immobile, comme si elle réfléchissait. Puis, elle a sorti son téléphone et a appelé quelqu'un. J'ai monté le son sur l'application. Oui, c'est moi. Non, elle n'est pas là. Elle est partie en Normandie. Oui, jusqu'à lundi. Tu es sûr que ça va marcher? Et si elle refuse? D'accord. Oui, je sais. Non, je ne veux pas qu'elle souffre. Timothée, je ne veux pas qu'elle souffre. Sa voix s'est brisée. Elle a raccroché. Elle est restée debout, les bras ballants. Puis elle a fait quelque chose qui m'a transpercée. Elle s'est approchée de la photo de son père et moi, celle que Timothée avait pointée du doigt la veille. Elle a posé sa main sur le cadre, et elle a murmuré « Pardon, papa ». Puis elle est partie. Je suis resté là, le téléphone dans les mains, le cœur battant. Je ne veux pas qu'elle souffre. Pardon, papa. Qu'est-ce que cela voulait dire? Mathilde savait. Elle savait ce que Timothée préparait. Et elle le laissait faire. Ma propre fille, mon enfant. Celle que j'avais portée pendant 9 mois. Celle que j'avais bercée dans mes bras. Celle à qui j'avais tout donné. Elle participait à... À quoi? Exactement. Je me suis levée. J'ai fait les 100 pas dans la petite chambre d'hôtel. Mes jambes tremblaient. Je me suis assise sur le bord du lit. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Il faut que je vous raconte quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, même pas à Henri. Quand Mathilde avait 15 ans, elle a traversé une période difficile. Elle était brillante à l'école, mais elle n'avait pas d'amis. Les autres filles la trouvaient trop sérieuse, trop distante. Un soir, je l'ai trouvée dans sa chambre, en larmes. « Maman, je suis différente. Personne ne m'aime. » Je me suis assise à côté d'elle. Je l'ai serrée dans mes bras. « Mathilde, tu n'es pas différente. Tu es unique, et c'est ce qui fait ta force. » Elle a levé les yeux vers moi. « Mais je me sens seule. » « Je sais, ma chérie. Mais un jour, tu trouveras des gens qui te comprendront. Des gens qui t'aimeront pour ce que tu es. » Elle s'est accrochée à moi comme une petite fille. « Tu promets? » « Je promets. » Ce soir-là, je lui ai fait une promesse. Une promesse que j'ai tenue pendant toutes ces années. Être là, toujours, quoi qu'il arrive. Et maintenant, c'était elle qui me trahissait. Le soir est tombé. J'ai rallumé les écrans. Vers 20h, Timothée est entré dans la maison. Seul. Il portait un costume sombre, une mallette à la main. Il s'est dirigé directement vers mon bureau. Il a ouvert les tiroirs. Il a sorti des dossiers, des papiers. Il les a étalés sur le bureau. Puis, il a sorti quelque chose de sa mallette. Un document. Plusieurs pages. Il les a lus attentivement. Puis, il a pris son téléphone et a appelé quelqu'un. « Oui, tout est prêt. Les papiers sont en ordre. Oui, je les ai... Non, elle ne se doutera de rien. Lundi matin, dès qu'elle rentre, on lui fait signer. Si elle refuse, on a le plan B. Ne t'inquiète pas, elle signera. » Il a raccroché, puis il a regardé autour de lui. Et il a souri. Un sourire froid, calculateur. Ce sourire m'a glacé le sang. J'ai baissé le téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le lâcher. Plan B. Qu'est-ce que c'était le plan B? J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. Il fallait que je réfléchisse, que je reste calme. Mais comment rester calme quand votre propre famille complote contre vous? Quand votre gendre fouille dans vos affaires comme un voleur? Quand votre fille dit « Pardon papa » devant une photo? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repensé à tout, à tous les signes que j'avais ignorés. La première fois que j'ai vraiment douté de Timothée, c'était il y a 2 ans, peu de temps après la mort d'Henri. Timothée m'avait proposé de m'accompagner chez le notaire. « Apolline, vous ne devriez pas y aller seule? C'est compliqué, tous ces papiers. Je vais vous accompagner. » Mathilde avait approuvé. « Oui, maman. Timothée s'y connaît. Laisse-le t'aider.
Nous sommes donc allés ensemble chez Maître Roussel, le notaire de la famille depuis 20 ans. Maître Roussel était un homme précis, méticuleux. Il connaissait tous nos dossiers par cœur. Il nous a reçus dans son bureau. Un bureau sombre, rempli de livres de droit. « Madame Darcy, je suis désolé pour votre perte. Monsieur Darcy était un homme exceptionnel. »« Merci, maître. » Il a ouvert un dossier épais. « Voici le testament de votre mari. Tout est très clair. La maison vous revient entièrement. Les comptes bancaires aussi. Vous êtes l'unique héritière. » J'ai hoché la tête. Timothée, assis à côté de moi, a demandé. « Et pour Mathilde ? Il n'y a rien pour Mathilde ?» Maître Roussel a levé les yeux. « Monsieur Darcy a prévu un legs pour Mathilde. Une somme importante. Mais seulement après le décès de Madame Darcy. » Timothée a froncé les sourcils. « Après le décès d'Apolline ? » C'est exact. Monsieur Darcy voulait s'assurer que sa femme serait protégée financièrement jusqu'à la fin de ses jours. Timothée n'a rien dit, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. À la sortie, dans la voiture, il a été silencieux. Puis, il a dit, d'une voix froide, « Henri aurait dû penser à Mathilde. Elle est sa fille. Elle mérite quelque chose maintenant. » J'ai été choqué par son ton. « Timothée, Henri a tout prévu. Mathilde aura tout. Mais pour l'instant, c'est moi qui vis dans cette maison. C'est normal qu'elle me revienne. » Il n'a pas répondu. Mais ce jour-là, j'ai compris. Timothée ne m'aidait pas par gentillesse. Il attendait, il calculait, il voulait cet héritage. Et il était pressé. Les jours suivants, dans cette chambre d'hôtel, j'ai continué à observer. Chaque soir, Timothée venait dans la maison. Parfois seul, parfois avec Mathilde. Il fouillait, il cherchait quelque chose. Un soir, je les ai vus ouvrir le coffre-fort du bureau. Le coffre-fort où Henri gardait les documents importants. Actes de propriété, contrat, testament. Ils ont tout sorti. Timothée a photographié chaque page avec son téléphone. Mathilde regardait, debout derrière lui, les bras croisés. Elle avait l'air mal à l'aise, mais elle ne disait rien. Le samedi soir, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais dans ma chambre d'hôtel, en train de regarder les écrans, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Allô ?» C'était la même voix que la première fois. Madame Leclerc, ma voisine. Madame Darcy, c'est encore moi. Madame Leclerc, comment avez-vous eu mon numéro? Peu importe, je vous appelle pour vous prévenir. Demain soir, ils vont revenir, avec un médecin. Mon cœur s'est arrêté. Un médecin? Oui. J'ai entendu votre gendre en parler au téléphone, dans la rue. Il disait qu'il fallait faire constater que vous n'étiez plus en état de gérer vos affaires, que vous perdiez la mémoire, qu'il fallait une tutelle. J'ai senti mes jambes se dérober. Une tutelle? Oui. Si un médecin certifie que vous êtes incapable, ils peuvent prendre le contrôle de vos biens, légalement. J'ai serré le téléphone contre mon oreille. Mais je vais très bien. Je n'ai aucun problème de mémoire. Je sais. Mais eux vont dire le contraire. Ils vont mentir. Et si vous signez ce document sous pression, ou si un médecin complice certifie votre incapacité, vous perdrez tout. J'ai fermé les yeux. Pourquoi vous m'aidez? Il y a eu un silence. Puis elle a dit, d'une voix douce, « Parce que j'ai vu ce qui se passe dans votre maison. J'ai vu votre gendre entrer et sortir. J'ai vu votre fille pleurer sur votre perron. Et je me suis dit, cette femme a besoin d'aide. Merci, ai-je murmuré. Merci infiniment. Faites attention, Madame Darcy. Ne rentrez pas lundi, pas avant d'avoir un plan. » Et elle a raccroché. Je suis restée assise sur le lit, le téléphone dans les mains, pendant une éternité. Une tutelle. Il voulait me mettre sous tutelle, me déclarer incapable, prendre le contrôle de ma maison, de mon argent, de ma vie. Et Mathilde laissait faire, ma propre fille. Cette nuit-là, j'ai repensé à tout ce que Timothée avait dit ces derniers mois. « Apolline, vous oubliez beaucoup de choses. Apolline, vous devriez consulter un médecin. Apolline, à votre âge, il faut être prudent. » Il préparait le terrain. Il plantait des doutes dans l'esprit de Mathilde, dans l'esprit des autres, pour que, le jour venu, personne ne me croie, pour que tout le monde pense « Pauvre Apolline, elle vieillit, elle ne sait plus ce qu'elle fait. » Le dimanche matin, je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. J'avais les traits tirés, des cernes sous les yeux, les cheveux en désordre. Mais mon regard était clair. Je n'étais pas folle, je n'étais pas sénile. J'étais Apolline Darcy. J'avais 62 ans. J'avais vécu une vie entière. J'avais élevé une fille. J'avais perdu un mari. Et je n'allais pas laisser un homme cupide et manipulateur me voler ce qui m'appartenait. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert l'application des caméras. Ma maison était silencieuse. Mais je savais que demain, lundi, tout allait se jouer. Timothée allait venir avec ce médecin. Il allait essayer de me faire signer ce document.
Ou pire, il allait me faire déclarer incapable. Je devais agir. Mais comment? J'étais seule, sans preuve tangible, sans témoin. Tout ce que j'avais, c'était ces vidéos, ces images floues de mon gendre fouillant dans mes affaires. Était-ce suffisant? J'ai passé la journée à réfléchir, à peser chaque option. Appeler la police? Mais pour dire quoi? Que mon gendre fouillait dans mes tiroirs? Ce n'était pas un crime. Appeler un avocat? Peut-être, mais il me fallait des preuves solides. Confronter Mathilde? Lui dire que je savais tout? Non, pas encore. Il me fallait un plan parfait. Le soir, j'ai rappelé Madame Leclerc. Madame Leclerc, c'est Apolline Darcy. Je voulais vous remercier encore. Ne me remerciez pas. Dites-moi plutôt ce que vous allez faire. Je ne sais pas encore, mais je ne rentrerai pas lundi. Je vais rester cachée quelques jours de plus, pour les observer. Bonne idée. Et ensuite, je verrai. Mais je vous promets une chose, je ne les laisserai pas gagner. Elle a ri doucement. Vous avez l'air d'une femme forte, Madame Darcy. Vous allez vous en sortir. J'espère vraiment. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai regardé une dernière fois les écrans. Ma maison était plongée dans l'obscurité. Tout était calme, mais je savais que c'était le calme avant la tempête. Demain, Timothée allait découvrir que je n'étais pas rentrée de Normandie. Demain, il allait comprendre que quelque chose clochait. Et moi, de ma cachette, j'allais voir sa vraie nature, celle qu'il avait si bien cachée pendant toutes ces années. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en restant cachée. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous confronté votre famille immédiatement? Ou auriez-vous attendu, comme moi, pour mieux comprendre? Le lundi matin, je me suis réveillée avec une boule dans la gorge. C'était le jour où j'étais censée rentrer de Normandie. Le jour où Timothée m'attendait pour me faire signer ce document. Mais j'étais toujours dans cette chambre d'hôtel, à 2 rues de chez moi. Et j'allais enfin voir jusqu'où ils étaient de prêts à aller. J'ai commandé un thé. Mes mains tremblaient trop pour tenir une tasse de café. Il était 7 heures du matin. J'ai allumé mon téléphone. Les 4 écrans de ma maison étaient calmes, silencieux. La lumière du matin entrait par les fenêtres du salon. Tout semblait paisible. Mais je savais que ce calme n'allait pas durer. À 9 heures, mon téléphone a sonné. Mathilde. J'ai regardé l'écran. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. J'ai décroché. « Allô? Maman? C'est moi. Tu es bien rentrée ?» Sa voix était douce. Presque trop douce. « Non, chérie. Tante Marguerite m'a demandé de rester quelques jours de plus. Elle ne va pas très bien. » J'ai menti. Facilement. Trop facilement. Il y a eu un silence. « Ah, d'accord. Quand est-ce que tu rentres, alors? » « Je ne sais pas encore. Peut-être jeudi ou vendredi. Je te tiendrai au courant. » Autre silence. « Bon, repose-toi bien, maman. On t'embrasse. » Elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone dans la main, le cœur battant. Elle avait paru déçue, inquiète ou soulagée. 10 minutes plus tard, j'ai vu Mathilde arriver sur l'écran du salon. Elle est entrée dans la maison. Timothée était avec elle. Il n'était pas seul. Un homme les accompagnait. La cinquantaine, costume gris, mallette noire, le médecin. Mon sang s'est glacé. Ils se sont installés dans le salon. Timothée a posé sa mallette sur la table basse. Il a sorti des documents. Le médecin s'est assis dans le fauteuil. Mon fauteuil, celui où je lisais le soir. Mathilde est restée debout près de la fenêtre. Elle regardait dehors. Elle avait les bras croisés. Timothée a parlé le premier. « Bon, elle ne rentre que jeudi. On a le temps. » Le médecin a hoché la tête. « Parfait. Ça me laisse le temps de préparer le certificat médical. Vous êtes sûr qu'elle présentera des signes ?» Timothée a souri. « Docteur Moreau, ne vous inquiétez pas. Apolline est fragile. Depuis la mort de son mari, elle oublie beaucoup de choses. Elle se perd dans ses propres pensées. Elle confond les dates. Parfois, elle ne sait même plus quel jour on est. J'ai serré le téléphone tellement fort que mes jointures sont devenues blanches. C'était faux. Tout était faux. Le médecin a pris des notes. Troubles de la mémoire, confusion temporelle, perte de repères. Oui, ça peut suffire pour une demande de tutelle. Surtout à son âge. Mathilde s'est retournée brusquement. « Timothée, tu es sûr que c'est nécessaire? Elle va très bien. » Elle. Timothée l'a coupée d'un ton sec. « Mathilde, on en a déjà parlé. Ta mère ne peut plus gérer cette maison toute seule. C'est trop pour elle. La tutelle, c'est pour la protéger. » Mathilde a baissé les yeux. « Je sais, mais... » « Mais quoi? Tu veux qu'elle fasse une bêtise? Qu'elle vende la maison à n'importe qui? Qu'elle dilapide tout l'héritage que ton père a mis des années à construire? » Le ton de Timothée était dur, presque méprisant. Mathilde n'a rien répondu. Elle s'est tournée à nouveau vers la fenêtre. J'ai baissé le volume.
Je ne pouvais plus écouter. Des larmes coulaient sur mes joues. Mathilde, ma fille, elle savait. Elle savait que tout cela était un mensonge. Mais elle laissait faire. Pourquoi? Par peur de Timothée? Par cupidité? Par faiblesse? Je me suis levée. J'ai fait les 100 pas dans la chambre. Je voulais hurler. Je voulais appeler Mathilde, lui dire « Réveille-toi, c'est ta mère. Comment peux-tu me faire ça ?» Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Il fallait que je reste cachée, que je continue à observer, parce que je savais que le pire était à venir. Dans l'après-midi, Timothée est revenu seul. Il a fouillé à nouveau dans mon bureau. Il a ouvert tous les tiroirs, tous les placards. Il cherchait quelque chose. Et puis, je l'ai vu prendre mon carnet d'adresses. Un petit carnet en cuir rouge. Celui où j'avais noté tous les numéros importants. Famille, amis, médecin, notaire. Il l'a feuilleté. Il a pris son téléphone. Il a photographié plusieurs pages. Puis, il a appelé quelqu'un. Oui, c'est moi. J'ai les contacts. Le notaire s'appelle Roussel. Maître Pierre Roussel. Oui, il faut le prévenir. Lui dire qu'Apolline souhaite revoir son testament? Non, on ne lui laissera pas le choix. Fais-moi confiance. Il a raccroché. Puis il a remis le carnet dans le tiroir. Il a souri. Ce sourire froid que je commençais à trop bien connaître. Ce soir-là, j'ai eu envie de tout abandonner. De rentrer chez moi, de les confronter, de hurler. Mais je savais que ce serait inutile. Timothée avait tout prévu. Il avait un médecin complice. Il avait des documents. Il avait même contacté mon notaire. Si je rentrais maintenant, sans preuve, sans plan, je perdrais tout. J'ai repensé à toutes ces années, à toutes les fois où j'avais accepté, où j'avais cédé, où je m'étais tue, quand Timothée avait insisté pour gérer mes comptes après la mort d'Henri. Apolline, laissez-moi m'en occuper. Vous avez assez de soucis comme ça. Et j'avais dit oui, quand il avait proposé de changer les serrures de la maison. Apolline, ces vieilles serrures ne sont plus sûres. Je vais en installer des nouvelles. Et j'avais dit oui, quand il avait suggéré de mettre Mathilde sur mon compte bancaire. Apolline, au cas où il vous arriverait quelque chose, c'est juste une précaution. Et j'avais dit oui. Chaque fois j'avais dit oui. Parce que je voulais la paix. Parce que je ne voulais pas de conflit. Parce que je pensais qu'un gendre dévoué, c'était une chance. Mais en réalité, chaque oui avait été une porte ouverte. Une porte par laquelle Timothée s'était glissé. Doucement, patiemment. Jusqu'à ce qu'il soit partout dans ma vie. Le mardi matin, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai vu Mathilde arriver seule à la maison. Elle est entrée lentement, comme si elle hésitait. Elle s'est dirigée vers le salon. Elle s'est assise sur le canapé et elle a pleuré. J'ai monté le volume. Je l'entendais sangloter. Des sanglots profonds, douloureux. Elle a sorti son téléphone. Elle a composé un numéro. Allô? Maman? Mon cœur s'est arrêté. Elle m'appelait. Maintenant. Pendant que je la regardais sur l'écran, mon téléphone a sonné. J'ai hésité. Puis, j'ai décroché. Oui, chérie? Maman? Tu vas bien? Sa voix était brisée. Oui, Mathilde. Je vais bien. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avais juste envie d'entendre ta voix. Elle pleurait. Je l'entendais pleurer. Mathilde, qu'est-ce qui se passe? Tu pleures? Non, non, c'est rien. C'est juste que tu me manques. Je rentre bientôt, ma chérie. Dans quelques jours. Oui, d'accord. Il y a eu un silence. Puis elle a dit, d'une voix si faible que je l'ai à peine entendue. Maman, je suis désolée. Désolée? Pourquoi? Pour rien. Oublie. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone contre mon oreille, à la regarder sur l'écran. Elle était toujours assise sur le canapé. Elle pleurait. Puis elle s'est levée, elle a essuyé ses larmes, et elle est partie. Cette conversation m'a hantée pendant des heures. Maman, je suis désolée. De quoi était-elle désolée? De me trahir? De laisser Timothée manipuler ma vie? Ou était-ce autre chose? Peut-être qu'au fond d'elle, Mathilde savait que tout cela était mal. Peut-être qu'elle souffrait autant que moi. Mais alors, pourquoi ne faisait-elle rien? Pourquoi ne me défendait-elle pas? Le mercredi, Timothée est revenu avec le médecin. Ils se sont installés dans le salon. Ils ont relu les documents ensemble. Le docteur Moreau a signé plusieurs feuilles. Voilà, le certificat est prêt. Il atteste que Madame Darcy présente des troubles cognitifs importants et qu'elle n'est plus en mesure de gérer ses biens de manière autonome. Timothée a pris les papiers. Il les a lus attentivement. Puis il a souri. Parfait. Dès qu'elle rentre, on la fait examiner. Vous viendrez à la maison, vous constaterez son état et on lancera la procédure. Le médecin a hoché la tête. Pas de problème. Mais il faut qu'elle signe une autorisation pour l'examen.
Elle signera. Faites-moi confiance. J'ai éteint le téléphone. Je ne voulais plus voir. Je ne voulais plus entendre. Je me suis allongée sur le lit. Et j'ai pensé à Henri. Henri, qui avait passé toute sa vie à protéger cette famille. Henri, qui avait travaillé sans relâche pour nous offrir une vie confortable. Henri, qui m'avait promis, le jour de notre mariage, « Apolline, je veillerai toujours sur toi, toujours. » Mais Henri n'était plus là. Et moi, j'étais seule. Seule face à un homme qui voulait tout me prendre. Seule face à une fille qui n'avait plus le courage de me défendre. Ce soir-là, Madame Leclerc m'a rappelé. « Madame Darcy, vous allez bien ? Je ne sais pas. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui ? Oui, le médecin, le certificat. Alors vous savez, ils vont essayer de vous faire déclarer incapable dès votre retour. Oui, qu'allez-vous faire ? J'ai fermé les yeux. Je ne sais pas encore, mais je ne peux pas rentrer maintenant, pas tant que je n'ai pas trouvé une solution. Vous avez raison, ne rentrez pas, attendez le bon moment. Mais quel moment ? Quand saurais-je que c'est le bon moment ? Il y a eu un silence, puis elle a dit, « Vous le saurez, quand viendra le moment de la vérité, vous le saurez. » Le jeudi matin, j'ai appelé Mathilde. « Chérie, je vais rester encore quelques jours chez tante Marguerite. Elle a vraiment besoin de moi. »« D'accord, maman. Prends ton temps. » Sa voix était éteinte, lointaine. « Mathilde, tout va bien ? » ?»« Oui, maman, tout va bien. » Mais je savais que rien n'allait bien. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas rentrer les mains vides, je n'allais pas me laisser faire. Pendant toutes ces années, j'avais été douce, conciliante, soumise. J'avais dit oui, toujours oui. Parce que c'est ce qu'on m'avait appris, parce que c'est ce qu'une femme de ma génération faisait. On ne criait pas, on ne se battait pas, on gardait la paix, même au prix de sa propre dignité. Mais aujourd'hui, assise dans cette chambre d'hôtel, à regarder un homme fouiller dans mes tiroirs, comme si tout lui appartenait déjà, aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. La paix n'a aucune valeur si elle repose sur le mensonge. La famille n'a aucun sens si elle est bâtie sur la trahison. Et le silence n'est pas une vertu quand il protège les coupables. J'ai ouvert mon ordinateur portable, celui que j'avais emporté avec moi. J'ai commencé à chercher des avocats spécialisés dans les affaires familiales, des associations de protection des personnes âgées, des articles sur les abus de tutelle. J'ai lu pendant des heures, j'ai pris des notes, j'ai appris. Et peu à peu, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Un plan silencieux, patient, parce que je savais maintenant que je ne pouvais pas me battre de front. Timothée était trop malin, trop préparé. Si je l'affrontais directement, je perdrais. Mais si je jouais son jeu, si je faisais semblant de ne rien savoir, si je les laissais croire qu'ils avaient gagné, alors peut-être que je pourrais retourner la situation. Le vendredi soir, j'ai reçu un message de Mathilde. « Maman, quand est-ce que tu rentres ? Tu nous manques. » J'ai regardé ce message pendant longtemps. « Tu nous manques. » Qui était ce « nous » ? Elle et Timothée ? Ou elle et moi ? Est-ce que je manquais vraiment à ma fille ? Ou est-ce que je manquais seulement comme une signature sur un document ? J'ai répondu « Je rentre lundi, ma chérie. Prépare-moi un bon dîner. J'ai hâte de te revoir. » Puis j'ai posé le téléphone. Lundi. Dans 3 jours, j'allais rentrer chez moi. Et cette fois, ce ne serait pas la même Apolline qui franchirait cette porte. Ce ne serait plus la femme docile qui disait oui à tout. Ce serait une femme qui avait vu, une femme qui savait, une femme prête à se battre, même si cela signifiait perdre tout ce qu'elle avait cru protéger. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cela me ferait du bien de savoir que je ne suis pas seule dans cette histoire. Le week-end a passé comme un rêve étrange, ou plutôt, comme un cauchemar dont on ne peut pas se réveiller. J'étais coincée dans cette chambre d'hôtel, à quelques rues de ma propre maison, et pourtant j'avais l'impression d'être à des milliers de kilomètres de ma vie. Le samedi matin, je me suis réveillée avec une certitude. Lundi, j'allais rentrer, mais pas comme une victime, comme une femme qui sait. J'ai passé la journée à préparer mon retour, à réfléchir à chaque mot, chaque geste, chaque réaction. Il fallait que je sois parfaite, naturelle, innocente. Il fallait que Timothée croie que je ne me doutais de rien. Dans l'après-midi, j'ai reçu un appel inattendu. Maître Roussel, mon notaire. Madame Darcy, c'est Pierre Roussel. J'espère que je ne vous dérange pas. Maître Roussel, non, pas du tout. Que se passe-t-il ? Il y a eu une hésitation dans sa voix. Madame, j'ai reçu un appel de votre gendre cette semaine, Monsieur Leblanc. Il m'a dit que vous souhaitiez modifier votre testament. Mon cœur s'est arrêté. Pardon ? Il m'a dit que vous vouliez mettre votre fille comme bénéficiaire principale de la maison. Immédiatement,
Sans attendre votre décès, j'ai serré le téléphone. Maître, je n'ai jamais dit une chose pareille. Il y a eu un silence. C'est bien ce que je pensais. Votre gendre a été très insistant. Il m'a même envoyé un document prétendument signé par vous. Mais la signature ne me paraissait pas authentique. Un faux? Probablement. C'est pour cela que je vous appelle. Je voulais vérifier avec vous avant d'aller plus loin. J'ai fermé les yeux. Mes mains tremblaient. Maître Roussel, merci. Merci infiniment de m'avoir appelé. Madame Darcy, je connais votre famille depuis 20 ans. Je connaissais Henri. Je sais reconnaître quand quelque chose ne va pas. Si vous avez besoin d'aide, mon cabinet est à votre disposition. Merci, je vous recontacte très bientôt. Prenez soin de vous, madame. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. Un faux document. Une fausse signature. Timothée avait essayé de falsifier ma signature. C'était plus grave que je ne l'avais imaginé. Ce n'était plus seulement de la manipulation. C'était un crime. Le samedi soir, j'ai regardé les écrans. Timothée et Mathilde sont venus à la maison ensemble. Ils se sont installés dans la cuisine. Mathilde préparait le dîner. Timothée était assis à la table, son ordinateur ouvert devant lui. J'ai monté le volume. Timothée tapait sur son clavier. Puis il a appelé Mathilde. « Mathilde, viens voir. » Elle s'est approchée, une cuillère en bois à la main. « Quoi ? Regarde, j'ai trouvé un acheteur potentiel pour la maison. » Mathilde a pâli. « Un acheteur ? Mais maman n'a jamais dit qu'elle voulait vendre. » Timothée a souri. « Elle n'aura pas le choix. Une fois qu'elle sera sous tutelle, c'est moi qui déciderai. Et je vendrai cette maison. On en tirera au moins 3 millions d'euros. Peut-être plus. » Mathilde a reculé. « Timothée, c'est la maison de mon père. C'est là que j'ai grandi. Je sais, mais c'est aussi un capital immobilisé. Cet argent, on en a besoin maintenant. Pas dans 10 ans quand ta mère sera morte. » Il a dit cela, froidement, comme s'il parlait d'un meuble à vendre. « Quand ta mère sera morte. » Mathilde a posé la cuillère. Elle est sortie de la cuisine. Timothée a haussé les épaules et a continué à taper sur son ordinateur. J'ai éteint le téléphone. J'avais envie de vomir. 3 millions d'euros. C'était donc ça. Pas l'amour, pas la famille, pas le souci de mon bien-être. Juste l'argent. Timothée voulait vendre la maison où j'avais vécu pendant 40 ans. La maison où Henri et moi avions élevé notre fille. La maison où chaque mur, chaque meuble, chaque objet portait nos souvenirs. Et Mathilde le laissait faire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repensé à tout, à toutes les petites choses que j'avais ignorées. Les regards échangés entre Timothée et Mathilde, les conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce, les documents qu'on me faisait signer sans vraiment m'expliquer. C'est juste une formalité, Apolline. Signer ici. Et je signais, sans lire, sans poser de questions, parce que j'avais confiance, parce que c'était ma famille. Le dimanche matin, Madame Leclerc m'a appelé. « Madame Darcy, demain c'est le grand jour. » « Oui, je rentre demain matin. »« Vous êtes prête ? » ?»« Je crois. J'ai un plan. Enfin, le début d'un plan. Écoutez-moi bien. Quand vous rentrerez, faites comme si de rien n'était. Souriez. Soyez naturel. Ne leur montrez pas que vous savez. C'est ce que je compte faire. Et surtout, ne signez rien. Peu importe ce qu'ils vous disent. Même s'ils insistent. Même s'ils vous font peur. Ne signez rien. Je ne signerai rien. Bien. Et si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Je serai là. Merci, Madame Leclerc. Vous ne savez pas à quel point votre soutien m'aide. Courage, Madame Darcy. La vérité finit toujours par éclater. Le dimanche après-midi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je suis allée à l'église. Pas l'église où nous allions avec Henri. Une petite église discrète, dans le 10e arrondissement. Je me suis assise sur un banc, au fond. Il n'y avait personne. Juste le silence et la lumière tamisée des vitraux. J'ai regardé l'autel, la statue de la Vierge Marie, les bougies qui brûlaient doucement, et j'ai prié. Je ne sais pas si je priais Dieu, Henri, ou simplement l'univers, mais j'ai prié pour avoir la force de faire face, la force de ne pas céder, la force de protéger ce qui m'appartenait. Quand je suis sortie de l'église, le soleil déclinait. Les rues de Paris étaient calmes. Les gens rentraient chez eux. J'ai marché lentement jusqu'à mon hôtel. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti quelque chose en moi. Pas de la colère, pas de la peur, de la détermination. Le dimanche soir, j'ai reçu un message de Mathilde. « Maman, on t'attend demain pour le déjeuner. J'ai préparé ton plat préféré. Bisous. » Mon plat préféré. Poulet rôti aux herbes, gratin dauphinois, salade verte. Mathilde se souvenait. Ou peut-être que c'était Timothée qui lui avait dit de le préparer, pour me mettre en confiance, pour que tout ait l'air normal. J'ai répondu « Merci, ma chérie,
J'ai hâte. À demain. Puis j'ai préparé mes affaires. J'ai rangé mes vêtements. J'ai vérifié que j'avais bien tout. Mon téléphone, l'application des caméras, mes notes, les numéros de Maître Roussel et de Madame Leclerc. Tout était prêt. Cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai regardé une dernière fois les 4 écrans de ma maison. Le salon, le couloir, le bureau, la cuisine, ma maison, mon refuge, mon sanctuaire. L'endroit où j'avais été heureuse pendant tant d'années. Et maintenant, cet endroit était devenu un champ de bataille. Je me suis allongée sur le lit étroit de l'hôtel. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à Henri. Henri, si tu m'entends, aide-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force, de ton courage. Le silence m'a répondu. Mais dans ce silence, j'ai senti quelque chose. Une présence, douce, familière. Comme si Henri était là, près de moi, et qu'il me disait « Tu es plus forte que tu ne le crois, Apolline. Tu as toujours été forte. » Le lundi matin, je me suis réveillée à 7 heures. J'ai pris une douche, je me suis habillée avec soin. Un tailleur beige, des perles, du rouge à lèvres discret. Je voulais avoir l'air de la femme que j'avais toujours été. Élégante, posée, digne. Pas une femme fragile qu'on peut manipuler. À 10 heures, j'ai pris un taxi. 16e arrondissement, s'il vous plaît. Avenue Foch. Le chauffeur a hoché la tête. Pendant tout le trajet, j'ai regardé par la fenêtre. Paris défilait. Les avenues larges, les immeubles haussmanniens, les arbres alignés. Ma ville. Et pourtant, j'avais l'impression de la voir pour la première fois. Quand le taxi s'est arrêté devant ma maison, mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. J'ai payé le chauffeur. J'ai pris mon sac. Et j'ai regardé la façade de ma maison. Les grandes fenêtres, le balcon en fer forgé, la porte en bois massif. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Mais plus rien n'était pareil. J'ai sorti mes clés. Mes mains tremblaient légèrement. J'ai respiré profondément. Puis, j'ai ouvert la porte. Le hall était silencieux. L'odeur familière de la maison m'a enveloppée. Cire d'abeilles, roses séchées, vieux bois. « Maman ?» La voix de Mathilde venait de la cuisine. « Oui, c'est moi. » J'ai posé mon sac. J'ai enlevé mon manteau. Mathilde est apparue dans le couloir. Elle souriait, mais son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Maman, tu es rentrée. Comment s'est passé ton séjour ?»« Très bien, chérie. Tante Marguerite va mieux. Elle m'a embrassée. Un baiser rapide, froid. Je suis contente que tu sois là. Timothée arrive dans 1 heure pour le déjeuner. Parfait. J'ai hâte de le voir. J'ai menti. Parfaitement. » Mathilde m'a regardé un instant, comme si elle cherchait quelque chose dans mon regard. Mais je n'ai rien laissé paraître. « Viens, je vais te faire un thé. » Nous sommes allés dans la cuisine. Pendant que Mathilde préparait le thé, j'ai regardé autour de moi. Tout était à sa place. La table, les chaises, les placards. Mais je savais maintenant. Je savais que derrière cette normalité apparente se cachait quelque chose de pourri. « Maman, tu vas bien ? Tu as l'air fatiguée. »« Oui, ma chérie. Le voyage m'a épuisée, c'est tout. » Elle a posé la tasse devant moi. « Repose-toi. On déjeune dans 1 heure. »« D'accord. » Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte et j'ai sorti mon téléphone. L'application des caméras était toujours active. Les 4 écrans montraient le salon, le couloir, le bureau, la cuisine. Mathilde était en bas, dans la cuisine. Elle était au téléphone. J'ai monté le volume. « Oui, elle est rentrée. »« Non, elle n'a rien remarqué. »« Oui, elle a l'air normale. »« D'accord, on fait comme prévu. »« À tout à l'heure. » Elle a raccroché. J'ai baissé le volume. Mon cœur battait à tout rompre. On fait comme prévu. Qu'est-ce qui était prévu? 1 heure plus tard, la sonnette a retenti. Timothée. Je suis descendue. J'ai ouvert la porte. « Apolline, vous êtes rentrée. Comment allez-vous » Il m'a embrassée sur les 2 joues, chaleureusement, comme toujours. « Très bien, Timothée. Merci. Vous nous avez manqué. La maison était vide sans vous. » Il a souri, ce sourire charmant qu'il savait si bien faire. Mais moi, maintenant, je voyais ce qu'il y avait derrière. La froideur, le calcul, l'avidité. Nous nous sommes installés dans la salle à manger. Mathilde a servi le déjeuner. Poulet rôti, gratin, salade, tout était parfait. Nous avons mangé en parlant de choses insignifiantes. Le temps, les voisins, les nouvelles de tante Marguerite. Timothée était détendu, souriant. Mathilde était plus tendue. Elle regardait son assiette. Moi, j'étais calme, parfaitement calme. À la fin du repas, Timothée a sorti une enveloppe de sa poche. « Apolline, j'ai profité de votre absence pour mettre de l'ordre dans vos papiers. Il y a quelques documents qu'il faudrait que vous signiez. » Il a posé l'enveloppe sur la table. Mon cœur s'est accéléré, mais je n'ai rien laissé paraître.
Des documents? Quels documents? Rien de grave, juste des formalités administratives. Pour la banque, pour l'assurance. Il a sorti plusieurs feuilles. J'ai pris les documents. Je les ai feuilletés lentement. C'était écrit en petit, beaucoup de jargon juridique. Mais j'ai reconnu certains mots. Procuration générale, gestion des comptes bancaires, vente éventuelle de biens immobiliers. J'ai levé les yeux vers Timothée. Timothée, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des documents pour faciliter la gestion de vos affaires, au cas où vous auriez besoin d'aide. C'est une simple précaution. Une procuration? Oui. Comme ça, si vous êtes malade ou si vous partez en voyage, Mathilde et moi pourrons gérer les choses à votre place. J'ai regardé Mathilde. Elle ne disait rien. Elle fixait son assiette. Je vois. J'ai reposé les documents sur la table. Timothée, c'est très gentil, mais je préfère lire cela tranquillement, avec mon notaire. C'est important, ce genre de choses. Le sourire de Timothée s'est figé. Votre notaire? Apolline, ce n'est pas nécessaire. Ce sont des documents standards. Peut-être. Mais j'aime bien comprendre ce que je signe. Vous comprenez? Il y a eu un silence. Timothée a rangé les documents dans l'enveloppe. Bien sûr, prenez votre temps. Mais son ton avait changé. Il n'était plus chaleureux. Il était froid. Après le déjeuner, Timothée et Mathilde sont partis. Je suis restée seule dans la maison. Je me suis assise dans le salon, sur mon fauteuil, et j'ai pensé à ce qui venait de se passer. Timothée avait essayé. Il avait essayé de me faire signer. Mais j'avais refusé. Poliment, calmement, sans montrer que je savais. Le soir, Madame Leclerc m'a appelé. Alors, il a essayé de me faire signer des documents, une procuration générale. Et j'ai refusé, poliment. Bien, très bien. Et comment a-t-il réagi? Il n'était pas content. Mais il ne pouvait rien dire. Parfait. Maintenant, il va falloir attendre. Il va essayer autre chose. Soyez vigilante. Je le serai. Cette nuit-là, dans mon lit, j'ai regardé les écrans une dernière fois. Ma maison était silencieuse. Mais je savais que ce n'était que le calme avant la tempête. Timothée n'allait pas abandonner. Il allait revenir, avec un autre plan, une autre stratégie. Mais cette fois, j'étais prête. Cette fois, je savais. Et je n'allais plus jamais dire oui. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous signé pour avoir la paix? Ou auriez-vous résisté comme moi? Les jours qui ont suivi mon retour ont été étranges. En apparence, tout était normal. Je vivais dans ma maison. Je voyais Mathilde. Je souriais à Timothée. Mais en réalité, j'étais devenue une étrangère dans ma propre vie. Chaque geste était calculé. Chaque mot pesé. Chaque sourire, un mensonge. Le mardi matin, Timothée est revenu, sans prévenir. J'étais dans le jardin, en train de tailler mes rosiers. Une activité que j'aimais, qui me calmait. J'ai entendu la porte s'ouvrir. « Apolline, vous êtes là ?» Je me suis retournée. Timothée se tenait sur le perron. « Oui, je suis là. » « Bonjour, Timothée. » Il est descendu dans le jardin. Il avait l'air décontracté, détendu, mais je voyais l'impatience dans ses yeux. Je passais dans le quartier. Je me suis dit que j'allais vous voir. C'est gentil. Il a regardé les rosiers. Henri adorait ce jardin, n'est-ce pas? Oui, il y passait des heures. Vous devez avoir beaucoup de souvenirs ici. Énormément. Il y a eu un silence. Puis il a dit, d'un ton léger, « Apolline, j'ai repensé à ces documents. Vous savez, ceux que je vous ai montrés l'autre jour. Vous avez eu le temps d'y réfléchir? » J'ai continué à couper mes roses, calmement. Oui, j'y ai réfléchi. Et j'ai décidé d'en parler d'abord avec Maître Roussel. C'est lui qui gère mes affaires depuis des années. Je veux son avis. Le visage de Timothée s'est durci imperceptiblement. Maître Roussel? Apolline, ce n'est vraiment pas nécessaire. Ce sont des formalités simples, peut-être, mais j'aime bien être prudente. Vous ne me faites pas confiance? La question était posée d'un ton léger, mais il y avait quelque chose de menaçant dedans. J'ai levé les yeux vers lui. Timothée, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de bon sens. Henri m'a toujours dit, ne signe jamais rien sans consulter un avocat. C'est ce que je fais. Il a serré la mâchoire. Très bien, comme vous voulez. Il est parti sans rien ajouter. Dès qu'il est sorti, j'ai appelé Maître Roussel. Maître, c'est Apolline Darcy. Mon gendre vient d'essayer à nouveau de me faire signer des documents. Une procuration générale. Je m'en doutais. Ne signez rien, Madame Darcy. Absolument rien. Et si vous le pouvez, apportez-moi ces documents. Je veux les examiner. Je viendrai demain. Parfait. En attendant, soyez prudente. Et surtout, ne restez jamais seule avec lui. Ces mots m'ont glacé le sang. Ne restez jamais seule avec lui. Même mon notaire avait peur. Le mercredi après-midi, je suis allée au cabinet de Maître Roussel.
Son bureau était situé dans le 8e arrondissement, un immeuble ancien avec un escalier en marbre et des moulures dorées. Il m'a reçu immédiatement. « Madame Darcy, asseyez-vous. Vous avez les documents ?» J'ai sorti l'enveloppe. Il a pris les papiers. Il les a lus attentivement. Pendant plusieurs minutes, il n'a rien dit. Puis il a levé les yeux. « Madame, ces documents sont extrêmement dangereux. Si vous les aviez signés, votre gendre aurait eu un pouvoir total sur vos comptes bancaires, vos biens immobiliers, vos investissements, tout. Il aurait pu vendre ma maison? Oui, sans votre accord, sans même vous consulter. J'ai senti mes jambes trembler. Mon Dieu. Et ce n'est pas tout. Regardez cette clause ici. Elle stipule que la procuration est irrévocable pendant 5 ans. Même si vous changiez d'avis, vous ne pourriez pas l'annuler. C'est légal? Légal, oui, mais immoral. Et dans votre cas, manifestement obtenu sous pression. Il a posé les documents sur le bureau. Madame Darcy, je vais être direct avec vous. Votre gendre essaie de prendre le contrôle de votre patrimoine. Et il utilise des méthodes que je qualifierais d'abus de faiblesse. Que puis-je faire? Plusieurs choses. D'abord, vous allez signer un document chez moi, aujourd'hui même, stipulant que vous êtes en pleine possession de vos moyens et que vous n'autorisez personne à gérer vos biens à votre place. Ensuite, nous allons modifier votre testament pour inclure des clauses de protection. Et enfin, il a hésité. Enfin, je vous conseille de porter plainte. Porter plainte? Contre mon gendre? Oui, pour tentative d'escroquerie. Faux et usage de faux. Abus de confiance. J'ai fermé les yeux. Porter plainte contre Timothée. Contre le mari de ma fille. C'était impensable. Je ne sais pas si je peux faire ça. Madame Darcy, je comprends. C'est votre famille. Mais si vous ne faites rien, il continuera. Et un jour, il réussira. Je suis rentrée chez moi en taxi. Pendant tout le trajet, j'ai pensé aux mots de Maître Roussel. Il continuera. Et un jour, il réussira. Avait-il raison? Est-ce que Timothée était prêt à aller jusqu'au bout? Le soir, j'ai regardé les écrans. Timothée et Mathilde sont venus à la maison. Ils ne savaient pas que j'étais allée voir le notaire. Ils sont entrés dans le salon. Timothée avait l'air nerveux. Elle ne signera pas. Je le sens. Mathilde était assise sur le canapé. Elle avait l'air épuisée. Qu'est-ce qu'on va faire? On passe au plan B. Le plan B. Timothée s'est tourné vers elle. La tutelle. Le docteur Moreau est prêt. Il suffit qu'on organise un rendez-vous médical. On lui fait croire que c'est un simple check-up. Le médecin constate son état. Et on lance la procédure. Mathilde a secoué la tête. Timothée, elle va bien. Elle n'a aucun problème de santé mentale. Aucun médecin honnête ne signera un certificat comme ça. Le docteur Moreau n'est pas un médecin honnête. C'est pour ça qu'on le paie. Mathilde s'est levée. Je ne suis pas sûre de vouloir continuer comme ça. Timothée s'est approché d'elle. Il a pris son visage entre ses mains. Mathilde, écoute-moi. On a des dettes énormes. Si on ne récupère pas cet argent maintenant, on va tout perdre. L'appartement, tout. Des dettes? Quelles dettes? J'ai fait quelques mauvais investissements. À la banque, j'ai perdu beaucoup d'argent. Notre argent. Mathilde a reculé. Combien? 800 000 €. Elle a porté la main à sa bouche. 800 000? Timothée, comment as-tu pu? Je pensais que ça marcherait. Je pensais que j'allais tout récupérer. Mais ça a mal tourné. Et maintenant? Maintenant, on a besoin de cette maison. On a besoin de cet argent. Sinon, on va perdre notre appartement. Tout ce qu'on a construit. Mathilde s'est assise. Elle pleurait. C'est ma mère, Timothée. C'est ma mère. Je sais, mais c'est elle ou nous. J'ai éteint le téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. 800 000 € de dette. Timothée avait tout perdu. Et maintenant, il voulait se servir de moi pour éponger ses pertes. Voilà ce que j'étais pour lui. Un distributeur automatique. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repensé à tout ce que j'avais entendu. C'est elle ou nous. Comment un homme pouvait-il dire une chose pareille? Comment pouvait-il être si froid, si calculateur? Et Mathilde, ma pauvre Mathilde. Elle était prise au piège, entre son mari et sa mère, entre ses dettes et sa conscience. Le jeudi matin, j'ai pris une décision. J'allais parler à Mathilde, seule à seule, sans Timothée. Il fallait qu'elle sache que je savais, qu'elle comprenne que je n'étais pas dupe, mais surtout, il fallait qu'elle choisisse. Entre lui et moi, j'ai appelé Mathilde. « Chérie, tu peux passer cet après-midi? J'aimerais qu'on discute, toutes les deux. » Oui, bien sûr. À quelle heure? 15 heures? D'accord. À tout à l'heure, maman. J'ai passé la matinée à préparer ce que j'allais lui dire. Chaque mot, chaque phrase. Il fallait que ce soit parfait. Il fallait qu'elle comprenne. À 15 heures pile, la sonnette a retenti. J'ai ouvert.
Mathilde se tenait là. Elle avait l'air fatiguée, des cernes sous les yeux, les cheveux mal attachés. « Maman, entre ma chérie. » Nous sommes allés dans le salon. Je lui ai préparé un thé. Nous nous sommes assises face à face. Il y a eu un long silence. Puis j'ai dit « Mathilde, il faut qu'on parle. » Elle a baissé les yeux. « Je sais. » « Tu sais ? Je sais ce que tu vas me dire. » J'ai posé ma tasse. « Alors dis-le-moi, toi. Dis-moi ce qui se passe. » Elle a levé les yeux. Ils étaient remplis de larmes. « Maman, je suis désolée. Je suis tellement désolée. » « Désolée de quoi ? De tout. De Timothée. De ce qu'il essaie de faire. De ne pas avoir eu le courage de te protéger. » Les larmes coulaient sur ses joues. « Mathilde, regarde-moi. » Elle a levé les yeux. « Pourquoi tu le laisses faire ? Parce que j'ai peur. » « Peur de quoi ? Peur de le perdre. Peur de perdre ma vie. Mon appartement. Tout. Tu préfères me perdre moi ? » Elle a éclaté en sanglots. « Non, non, maman. Je ne veux pas te perdre. Mais je ne sais pas quoi faire. Timothée dit que si on ne trouve pas cet argent, on va tout perdre. Que la banque va saisir notre appartement. Que... Mathilde, stop. » J'ai pris ses mains dans les miennes. « Mathilde, écoute-moi bien. Timothée a fait de mauvais choix. C'est lui qui a perdu cet argent. Pas toi, pas moi, lui. Je sais. Et maintenant, il veut que tu participes à quelque chose de grave, de criminel. Tu comprends ça ? » Elle a hoché la tête. « Ce qu'il essaie de faire, c'est de l'escroquerie. C'est de l'abus de confiance. Si tu continues à l'aider, tu seras complice. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Je l'aime. C'est mon mari. Tu peux choisir entre lui et la vérité. » Elle m'a regardée. « Maman, Mathilde, je sais que tu es dans une situation difficile. Je sais que tu as peur. Mais tu dois savoir une chose. Je ne signerai rien. Jamais. Même si Timothée me menace. Même s'il essaie de me faire déclarer incapable. Je ne signerai rien. Il a déjà contacté un médecin. Le docteur Moreau. Il veut te faire examiner. Je sais. Je suis au courant. » Elle a écarquillé les yeux. « Tu sais ? » ?»« Oui, je sais tout, Mathilde. Depuis le début. » Elle a pâli. « Comment ? Peu importe. Ce qui compte, c'est que maintenant, tu sais que je sais. Et que tu dois choisir. » « Choisir ? Oui. Soit tu continues à aider Timothée. Et dans ce cas, tu perds ta mère. Définitivement. Soit tu arrêtes. Tu lui dis que c'est fini. Que tu refuses de participer à cette mascarade. Et on trouve une solution ensemble. » Mathilde pleurait. Elle tremblait. « Maman, je ne sais pas si j'en suis capable. » « Tu en es capable. Tu es ma fille. Tu es la fille d'Henri. Tu as de la force en toi. Il suffit que tu la trouves. » Elle est restée là pendant 1 heure, à pleurer, à parler, à se confier. Elle m'a raconté tout, les mauvais investissements de Timothée, les dettes qui s'accumulaient, les menaces de la banque, et surtout la pression qu'il exerçait sur elle. « Si tu ne m'aides pas, on va tout perdre, et ce sera ta faute. » Il la manipulait, depuis des mois, des années peut-être. Il utilisait sa peur, sa culpabilité, son amour. Quand elle est partie, elle m'a dit « Maman, je vais réfléchir. Je te promets, je vais réfléchir. » Je l'ai serrée dans mes bras. « Prends ton temps, mais souviens-toi, tu n'es pas obligé de porter les erreurs de quelqu'un d'autre, même si c'est ton mari. » Cette nuit-là, j'ai regardé les écrans. Mathilde est rentrée chez elle. Timothée était là. Ils se sont disputés, violemment. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, mais je voyais Mathilde crier, pleurer, et Timothée, froid, impassible. À un moment, il a levé la main. J'ai cru qu'il allait la frapper, mais il s'est arrêté. Il est sorti de l'appartement. Mathilde s'est effondrée sur le canapé. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Mathilde. « Maman, je suis désolée, j'ai besoin de temps. S'il te plaît, ne m'en veux pas. » J'ai répondu « Je ne t'en veux pas, ma chérie. Je t'aime. » Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'important. Mathilde n'était pas mon ennemie. Elle était une victime, comme moi. Victime d'un homme qui ne pensait qu'à l'argent. Un homme prêt à détruire sa propre famille pour sauver sa peau. Et maintenant, il ne me restait plus qu'une chose à faire, le confronter. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en parlant à Mathilde. Peut-être aurais-je dû attendre. Peut-être que j'ai précipité les choses. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Les 3 jours qui ont suivi ma conversation avec Mathilde ont été les plus longs de ma vie. J'attendais, j'observais, je préparais, parce que je savais que Timothée n'allait pas abandonner. Et j'avais raison. Le lundi matin, à 9 heures précises, la sonnette a retenti. J'étais dans la cuisine, en train de prendre mon thé. J'ai regardé par la fenêtre, Timothée, avec un homme en costume gris. Le docteur Moreau. Mon cœur s'est serré, mais j'étais prête. J'ai ouvert la porte.
Apolline, bonjour. J'espère qu'on ne vous dérange pas. Timothée avait son sourire le plus charmant, celui qu'il réservait aux grandes occasions. Non, pas du tout. Entrez. Ils sont entrés. Le médecin portait une mallette noire. Apolline, je vous présente le docteur Moreau. C'est un excellent médecin. Je lui ai parlé de vous, et il a accepté de venir faire un petit check-up, juste pour s'assurer que tout va bien. J'ai regardé le médecin. Il avait un visage lisse, des yeux froids. Un check-up? Oui, rien de grave. À votre âge, c'est important de vérifier régulièrement. J'ai souri. C'est très gentil, Timothée. Mais j'ai déjà un médecin, le docteur Beaumont. Je le vois tous les 6 mois. Le sourire de Timothée a vacillé légèrement. Oui, bien sûr. Mais le docteur Moreau est spécialisé en gériatrie. Il peut faire des examens plus approfondis. Gériatrie? Je n'ai que 62 ans, Timothée. Je ne suis pas encore sénile. Le mot est sorti sec, tranchant. Le docteur Moreau a toussé. Madame Darcy, c'est juste une consultation de routine. Rien d'invasif. Quelques questions sur votre mémoire, vos habitudes. Ma mémoire va très bien, docteur. Et je n'ai besoin d'aucune consultation. Timothée s'est avancé. Apolline, je comprends que vous soyez méfiante, mais c'est pour votre bien. Mathilde et moi, on s'inquiète pour vous. Vous vivez seule dans cette grande maison. Vous oubliez des choses parfois. Je l'ai coupé. J'oublie des choses? Vraiment? Comme quoi, par exemple? Il a hésité. Eh bien, l'autre jour, vous avez oublié où vous aviez mis vos clés. C'était il y a 6 mois, Timothée, et je les avais laissées dans mon manteau. Ce n'est pas un signe de démence. Apolline, ne le prenez pas comme ça. On veut juste... Vous voulez quoi, exactement? Me faire déclarer incapable? Prendre le contrôle de mes biens? Vendre ma maison? Le silence est tombé comme une pierre. Le docteur Moreau a regardé Timothée. Timothée m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la colère, pure, froide. Qui vous a dit ça? Sa voix était basse, menaçante. Personne ne m'a rien dit. Je ne suis pas stupide, Timothée. J'ai vu les documents que vous vouliez me faire signer. J'ai entendu vos conversations. Vous avez entendu... Comment? J'ai souri. Peu importe. Ce qui compte, c'est que je sais. Je sais tout. Les dettes, les 800 000 €, le faux certificat médical, la procuration, la vente de la maison. Tout. Timothée a pâli. Le docteur Moreau a fait un pas vers la porte. Je crois que je vais y aller. Visiblement, mes services ne sont pas nécessaires. Bonne idée, docteur, ai-je dit. Et si j'étais vous, je ferais attention. Établir un faux certificat médical, c'est un délit. Vous pourriez perdre votre licence. Il est sorti sans un mot. Timothée et moi sommes restés seuls. Il me regardait, les mâchoires serrées, les poings fermés. Vous avez tout gâché. Gâché quoi? Votre petit plan pour me voler? Je ne voulais pas vous voler. Je voulais juste emprunter, le temps de régler mes affaires. Emprunter? En me faisant déclarer incapable? En prenant le contrôle de mes comptes? En vendant ma maison sans mon accord? C'était pour Mathilde, pour qu'elle ne perde pas tout. Mathilde n'a rien à perdre. C'est vous qui avez tout perdu. Par cupidité, par bêtise. Il s'est avancé vers moi. Je n'ai pas reculé. Vous ne comprenez pas. J'ai des créanciers, des gens dangereux. Si je ne rembourse pas, ce n'est pas mon problème. Vous avez fait vos choix. Assumez-les. Apolline, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Signez juste une procuration temporaire. Le temps que je vende quelques actions. Que je rembourse mes dettes. Après, je vous laisse tranquille. Non, 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 je ne signerai rien. Jamais. Vous pouvez supplier, menacer, mentir. Je ne céderai pas. Il m'a regardé, et j'ai vu dans ses yeux le moment exact où il a compris. Il avait perdu. Très bien. Il a pris sa veste. Très bien. Vous avez gagné, Apolline. Mais ne comptez plus sur Mathilde, parce que je vais tout lui dire. Je vais lui dire que c'est vous qui refusez de nous aider, que c'est vous qui préférez votre argent à votre propre fille. Mathilde sait déjà tout. Il s'est figé. Quoi? Je lui ai parlé. Il y a 3 jours. Elle sait ce que vous essayez de faire, et elle sait que vous l'avez manipulée. Vous lui avez parlé? Oui. Et maintenant, c'est elle qui doit choisir, entre vous et moi. Il est devenu livide. Si elle me quitte, je n'aurai plus rien. Plus rien. Alors peut-être que vous auriez dû y penser avant. Il est parti sans un mot. J'ai fermé la porte derrière lui, et je me suis effondrée sur le canapé. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais gagné. Mais à quel prix? Le soir même, Mathilde m'a appelée. Elle pleurait. « Maman, Timothée vient de partir. Il a pris ses affaires. Il a dit qu'il me quittait. Oh, ma chérie, il a dit que c'était ma faute,
que j'avais tout gâché, que je l'avais trahi. Mathilde, écoute-moi, ce n'est pas ta faute. Tu as fait ce qui était juste, mais j'ai tout perdu, maman. Mon mari, mon appartement, tout. Non, tu n'as pas tout perdu. Tu m'as, et tu as ta dignité. Elle a sangloté. Est-ce que je peux venir? S'il te plaît. Je ne veux pas rester seule ce soir. Bien sûr, ma chérie. Viens, je t'attends. 1 heure plus tard, Mathilde est arrivée. Elle avait les yeux rouges, les cheveux défaits. Elle portait un simple jean et un pull. Je l'ai serrée dans mes bras. Viens, je vais te préparer ta chambre. Nous sommes montés à l'étage. J'ai ouvert la porte de son ancienne chambre. Tout était resté comme avant. Son lit, ses livres, ses affiches au mur. Elle s'est assise sur le lit. Elle a regardé autour d'elle. Je me souviens de cette chambre. J'y ai passé toute mon enfance. Tu peux y rester aussi longtemps que tu veux. Elle a levé les yeux vers moi. Maman, je suis désolée. Pour tout, pour ne pas t'avoir défendu, pour avoir laissé Timothée, je me suis assise à côté d'elle. Chut, c'est fini maintenant. Je ne sais pas comment j'ai pu être aussi aveugle. L'amour rend aveugle, c'est normal. Mais tu as vu, toi, tu as vu qui il était vraiment. Parce que j'étais à l'extérieur. Toi, tu étais à l'intérieur. C'est toujours plus difficile de voir quand on est trop proche. Elle est restée chez moi cette nuit-là, et la nuit suivante, et celle d'après. Petit à petit, elle reprenait des couleurs. Elle retournait au cabinet d'avocat, elle voyait ses amis, elle recommençait à sourire, mais je savais qu'elle souffrait encore. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre, de Timothée, une lettre manuscrite, longue. Il s'excusait, il disait qu'il avait eu tort, qu'il regrettait. Il demandait à Mathilde de lui pardonner, de lui donner une seconde chance. Je t'aime, Mathilde, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je peux changer. Donne-moi une chance de te le prouver. Mathilde a lu la lettre, en silence, puis elle l'a posée sur la table. Qu'est-ce que tu en penses, maman? Ce que j'en pense n'a pas d'importance. C'est ta vie, c'est ton choix. Mais toi, tu lui pardonnerais? J'ai réfléchi. Non, parce que pardonner, ce n'est pas oublier. Et ce que Timothée a essayé de faire, ce n'était pas une erreur, c'était un choix calculé, délibéré. Tu crois qu'il peut changer? Je ne sais pas, peut-être. Mais est-ce que tu es prête à prendre ce risque? Elle a regardé la lettre, longtemps, puis elle l'a pliée. Non, je ne suis pas prête. Le lendemain, Mathilde a demandé le divorce. Elle a contacté un avocat. Elle a lancé la procédure. Timothée a essayé de la contacter, par téléphone, par message, par email, mais elle ne répondait pas. 1 mois plus tard, Mathilde a reçu une notification de la banque. L'appartement qu'elle partageait avec Timothée avait été saisi. Il n'avait pas payé les traites depuis 6 mois. Tout était perdu. Mathilde est venue me voir, la lettre à la main. « Maman, je n'ai plus rien. Plus d'appartement, plus d'économie, plus rien. Je l'ai prise dans mes bras. Tu as moi. Tu as cette maison. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. » Elle a pleuré. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de soulagement. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble, dans la cuisine, comme avant. Mathilde a préparé une omelette. J'ai fait une salade. Nous avons mangé en silence. Un silence paisible, réconfortant. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que ma maison était redevenue un foyer. Mais je savais que ce n'était pas fini. Timothée avait perdu sa femme, son appartement, sa vie. Et les hommes acculés sont souvent les plus dangereux. Je ne savais pas encore ce qui allait se passer. Mais je sentais que le pire était peut-être à venir. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en confrontant Timothée. Peut-être aurais-je dû porter plainte directement. Peut-être aurais-je dû être plus prudente. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Mathilde vivait avec moi. Elle avait repris son travail au cabinet. Elle reconstruisait sa vie, lentement, doucement. Et moi, je pensais que c'était fini, que Timothée avait compris, qu'il avait accepté sa défaite. Mais j'avais tort. 2 mois après notre confrontation, j'ai commencé à remarquer des choses, des petites choses, insignifiantes en apparence, des appels anonymes, la nuit, à 3 heures du matin. Quand je décrochais, personne ne répondait. Des lettres sans expéditeur, glissées dans ma boîte aux lettres, des lettres vides, juste une feuille blanche. Une fois, en rentrant de mes courses, j'ai trouvé la porte du jardin ouverte. Je l'avais fermée pourtant, j'en étais certaine. Au début, j'ai pensé que c'était le hasard, le vent, mon imagination. Mais Mathilde aussi avait remarqué. « Maman, tu as vu? Quelqu'un a fouillé dans la boîte aux lettres. Les courriers sont tous mélangés. Tu es sûre? » « Oui, je les avais rangés hier soir. Maintenant, ils sont en désordre. Nous nous sommes regardés.
et nous avons compris en même temps. Timothée. Un soir, en rentrant du travail, Mathilde a reçu un message. Un numéro inconnu. « Tu crois que tu peux tout recommencer? Tu crois que je vais te laisser tranquille ?» Elle m'a montré le message. Ses mains tremblaient. « C'est lui? C'est forcément lui? Bloque ce numéro. » Je l'ai déjà fait, mais il en utilise d'autres. Il m'a envoyé 15 messages aujourd'hui, de numéros différents. 15? Oui, des menaces, des insultes. Il dit que c'est ma faute si sa vie est détruite, que je vais le payer. J'ai pris son téléphone, j'ai lu les messages. Ils étaient violents, haineux. Tu m'as tout pris, tu vas voir ce que ça fait de tout perdre. Ta mère et toi, vous allez regretter. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Mon sang s'est glacé. Le lendemain, j'ai appelé Maître Roussel. Maître, Timothée harcèle Mathilde. Il lui envoie des messages menaçants. Il vient rôder autour de la maison. Vous avez des preuves? Oui, les messages et les appels anonymes. Parfait. Allez porter plainte, immédiatement, pour harcèlement. Et demandez une ordonnance de protection. Une ordonnance de protection? Oui. Cela interdira à Timothée de vous approcher, vous et Mathilde. S'il enfreint cette ordonnance, il ira en prison. L'après-midi même, nous sommes allés au commissariat. Un policier nous a reçus. Un homme d'une 40aine d'années, courtois, professionnel. Madame, racontez-moi ce qui se passe. J'ai tout expliqué. Les dettes, les tentatives de manipulation, le faux certificat médical, la procuration frauduleuse. Et maintenant, le harcèlement. Le policier prenait des notes. Vous avez les messages? Mathilde lui a montré son téléphone. Il a lu. Son visage s'est assombri. C'est grave, très grave. Je vais enregistrer votre plainte et je vais demander une ordonnance de protection. En attendant, soyez prudente. Ne restez jamais seule. Et si vous le voyez rôder, appelez immédiatement. En sortant du commissariat, Mathilde était silencieuse. « Maman, tu crois qu'il pourrait vraiment nous faire du mal ?» J'ai pris sa main. « Je ne sais pas, mais je ne veux pas prendre de risques. Les jours suivants, nous avons été vigilantes. J'ai fait installer un nouveau système d'alarme, avec des capteurs sur toutes les portes et fenêtres. J'ai gardé les caméras actives, jour et nuit, et j'ai contacté Madame Leclerc. Madame Leclerc, si vous voyez Timothée rôder près de chez moi, appelez-moi, immédiatement. Comptez sur moi, Madame Darcy. Je surveille. » Une semaine plus tard, l'ordonnance de protection a été accordée. Timothée n'avait plus le droit de s'approcher à moins de 100 mètres de la maison, ni de nous contacter. S'il enfreignait cette ordonnance, il serait arrêté. Mathilde a poussé un soupir de soulagement. Peut-être que maintenant, il va nous laisser tranquilles. Je l'espère. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. 2 semaines après l'ordonnance, j'ai reçu un appel de la banque. « Madame Darcy, ici Monsieur Renaud, de la Banque nationale. Je vous appelle au sujet d'une demande de prêt qui a été faite en votre nom. » Un prêt? Je n'ai demandé aucun prêt. C'est bien ce que je pensais. Quelqu'un a essayé d'obtenir un crédit de 50 000 € en utilisant votre identité. Heureusement, nous avons détecté l'anomalie. Mais je voulais vous prévenir. Quelqu'un a essayé d'usurper mon identité? Oui, je vous conseille de porter plainte. Et de surveiller vos comptes de prêt. J'ai raccroché. Timothée. Encore lui. Il ne lâchait pas. Cette fois, j'ai appelé la police directement. Monsieur l'agent, Timothée Leblanc a essayé d'obtenir un prêt frauduleux en mon nom. Il enfreint l'ordonnance de protection. Nous allons ouvrir une enquête, madame, et nous allons le convoquer. Le convoquer? Mais il devrait être arrêté. Madame, nous devons suivre la procédure. Nous allons d'abord vérifier les faits. Puis nous agirons en conséquence. J'ai raccroché, frustré. La justice était lente, trop lente. Ce soir-là, Mathilde et moi avons dîné en silence. Elle était inquiète. Je le voyais. Maman, et si la police ne fait rien, et s'il continue? Alors, on continuera à se protéger. On continuera à vivre. On ne le laissera pas gagner. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il comprenne. Jusqu'à ce qu'il abandonne. Ou jusqu'à ce que la justice fasse son travail. Elle a hoché la tête. Mais je voyais bien qu'elle avait peur. Moi aussi j'avais peur. Mais je ne voulais pas le montrer. Une nuit, vers 2 heures du matin, l'alarme s'est déclenchée. Un bruit strident, assourdissant. Je me suis réveillée en sursaut. Mathilde est arrivée en courant dans ma chambre. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Je ne sais pas. Reste ici. J'appelle la police. J'ai composé le 17, les mains tremblantes. « Allô? Police? Quelqu'un a essayé d'entrer chez moi. Avenue Foch. S'il vous plaît, venez vite. Une patrouille arrive, madame. Ne sortez pas. Restez à l'intérieur. » Mathilde et moi nous sommes enfermés dans ma chambre, le cœur battant. 15 minutes plus tard, nous avons entendu des sirènes. La police. 2 agents sont entrés.
Ils ont inspecté la maison, le jardin, les portes, les fenêtres. Madame, quelqu'un a essayé de forcer la porte du jardin, mais l'alarme l'a fait fuir. Vous avez vu quelqu'un? Non. Il était déjà parti quand nous sommes arrivés. Mais regardez, il m'a montré quelque chose par terre, près de la porte, un morceau de tissu, déchiré, accroché au portail. On va analyser ça. Peut-être qu'on pourra identifier la personne. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de la police. Madame Darcy, nous avons identifié l'ADN sur le tissu. C'est bien Timothée Leblanc. Nous l'avons convoqué. Il doit se présenter au commissariat demain. Et s'il ne vient pas, alors nous irons le chercher. Timothée ne s'est pas présenté. 2 jours plus tard, la police est allée à son adresse. Mais il avait disparu. Son appartement était vide. Ses affaires parties. Personne ne savait où il était. Mathilde a paniqué. « Maman, il a disparu. Ça veut dire qu'il va revenir. Il va essayer quelque chose de pire. On ne sait pas. Peut-être qu'il a fui. Peut-être qu'il a quitté Paris. Ou peut-être qu'il se cache, en attendant le bon moment. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas vivre dans la peur. Je ne pouvais pas laisser Timothée contrôler ma vie. Il fallait que je fasse quelque chose de définitif. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Roussel. « Maître, je veux modifier mon testament. » « Modifier? Dans quel sens? Je veux tout léguer à Mathilde. La maison, les comptes, tout. Mais avec une clause spéciale. Une clause qui stipule que si quelque chose m'arrive, Timothée ne pourra jamais, en aucun cas, bénéficier de quoi que ce soit, même indirectement. C'est une sage décision. Je vais préparer les documents. 3 jours plus tard, je suis allé chez le notaire. J'ai signé le Nouveau Testament, en présence de témoins, en toute légalité. Maintenant, même si Timothée essayait de me faire du mal, il ne gagnerait rien. Rien du tout. Ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une paix, une sérénité. J'avais fait tout ce que je pouvais. J'avais protégé ma fille. J'avais protégé mon patrimoine. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre. Attendre que la justice fasse son travail. Attendre que Timothée comprenne qu'il avait perdu. Définitivement. Mathilde est venue me voir dans le salon. Elle s'est assise à côté de moi. « Maman, merci. Pourquoi tu me remercies? Pour tout. Pour m'avoir ouvert les yeux. Pour m'avoir accueilli. Pour m'avoir protégée. Tu es ma fille. C'est normal. » Non, ce n'est pas normal. Beaucoup de mères auraient refusé de m'aider après ce que j'ai fait. Après t'avoir trahi. Tu ne m'as pas trahi, Mathilde. Tu as été manipulée. C'est différent. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Cette nuit-là, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Aux mensonges, aux manipulations, aux menaces. Et j'ai compris quelque chose. La justice ne viendrait peut-être pas de la police. Elle ne viendrait peut-être pas des tribunaux. Elle viendrait du temps. Le temps qui finit toujours par révéler la vérité. Le temps qui finit toujours par rendre à chacun ce qu'il mérite. Et j'avais confiance. Confiance que Timothée finirait par payer pour ce qu'il avait fait. Pas par ma main, pas par ma volonté, mais par les conséquences naturelles de ses propres choix. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cela me ferait du bien de savoir que je ne suis pas seule dans cette histoire. 6 mois ont passé. 6 mois sans nouvelles de Timothée. La police le cherchait toujours, mais il semblait avoir disparu. Mathilde et moi avions repris une vie normale. Ou presque. Elle travaillait. Je m'occupais de mon jardin. Nous dînions ensemble le soir. Et lentement, la peur s'est dissipée. Un matin de printemps, j'étais dans le jardin en train de planter des pivoines. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Tout était paisible. Madame Leclerc est apparue à la clôture. « Bonjour, Madame Darcy. Bonjour, Madame Leclerc. Comment allez-vous? » « Très bien. Et vous? Vous avez l'air en pleine forme. »« Je vais bien. Enfin, mieux qu'avant. » Elle a souri. « Vous savez, j'ai pensé à vous l'autre jour. Je me suis dit, cette femme a traversé une épreuve terrible, mais elle est toujours debout. C'est admirable. Merci. Votre soutien m'a beaucoup aidé. C'est normal. Les voisins, c'est fait pour s'entraider. Nous avons parlé quelques minutes. De tout et de rien. Du printemps, des roses, de la vie. Puis elle est repartie. Cet après-midi-là, Mathilde est rentrée du travail plus tôt que d'habitude. Elle avait l'air étrange, troublée. « Maman, j'ai reçu un appel aujourd'hui. »« Un appel? De qui? » ?»« De l'hôpital Saint-Louis. » Mon cœur s'est serré. « L'hôpital? » ?»« Oui. Ils m'ont appelé parce que Timothée est là-bas. J'ai posé mon arrosoir. »« Timothée? À l'hôpital? » ?»« Oui. Il a été admis il y a 3 jours, en soins intensifs. » « Qu'est-ce qui lui est arrivé? » Elle a hésité. «
Il a fait une tentative de suicide. Le silence est tombé. Je me suis assise sur le banc du jardin. Mes jambes ne me portèrent plus. Une tentative de suicide? Oui, il a avalé des médicaments. Beaucoup de médicaments. Un voisin l'a trouvé inconscient dans son appartement. Mais je croyais qu'il avait disparu? Il s'était caché, dans un studio minable, dans le 19e arrondissement. Apparemment, il vivait là depuis des mois. Mon Dieu, Mathilde s'est assise à côté de moi. L'infirmière m'a dit qu'il voulait me voir. Il a demandé après moi. Et toi, tu veux le voir? Elle a regardé le ciel. Je ne sais pas. Une partie de moi a envie de le voir, de comprendre. Mais une autre partie a peur. Oui, j'ai pris sa main. Mathilde, quoi que tu décides, je te soutiendrai. Si tu veux y aller, j'irai avec toi. Si tu ne veux pas, je comprendrai. Elle a réfléchi longtemps. Puis elle a dit, je veux y aller. Je veux le voir. Une dernière fois. Le lendemain matin, nous sommes allés à l'hôpital Saint-Louis. Un grand bâtiment moderne, des couloirs blancs, l'odeur de désinfectant. Une infirmière nous a accueillis. Vous êtes la famille de Monsieur Leblanc? Oui, je suis son épouse. Enfin, son ex-épouse. Il est en chambre 312, mais je dois vous prévenir, il est très faible, très diminué. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Mathilde tremblait. Je tenais sa main fermement. Quand nous sommes entrés dans la chambre, j'ai eu un choc. Timothée était méconnaissable. Il avait maigri, énormément. Ses joues étaient creusées, ses yeux enfoncés. Ses cheveux, autrefois si soignés, étaient longs et gras. Il était allongé sur le lit, relié à des tubes, à des machines. Il a tourné la tête vers nous. Mathilde, sa voix était faible, rauque. Mathilde s'est approchée, lentement. Timothée, tu es venu? Oui. Il a fermé les yeux. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Mathilde ne disait rien. Elle le regardait. J'ai tout gâché. Tout perdu. Tout. Oui, tu as tout gâché. Il a ouvert les yeux. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, ni celui de ta mère, mais je voulais que tu saches que je regrette. Vraiment. Mathilde a hoché la tête. Qu'est-ce qui s'est passé, Timothée? Comment tu en es arrivé là? Il a regardé le plafond. Après ton départ, après l'ordonnance de protection, j'ai tout perdu. Mon travail, mon appartement, mes amis, tout le monde m'a tourné le dos. Les créanciers me poursuivaient. J'ai dû me cacher. Je vivais dans un studio sans chauffage. Je mangeais une fois par jour. Il s'est arrêté. Sa voix tremblait. Et puis un soir, j'ai réalisé ce que j'avais fait, ce que j'étais devenu. Un monstre, un homme qui avait essayé de voler sa belle-mère, de manipuler sa femme, de détruire sa propre famille pour de l'argent. Il a fermé les yeux à nouveau. Et je n'ai plus supporté. Je n'ai plus supporté de vivre avec ça. Alors j'ai avalé tout ce que j'avais, tous les médicaments. Je voulais juste disparaître. Mathilde s'est assise sur la chaise à côté du lit. Timothée, pourquoi tu as fait tout ça? Pourquoi tu as menti? Pourquoi tu nous as manipulés? Parce que j'avais peur. Peur de perdre. Peur d'échouer. J'ai grandi dans une famille pauvre. Mon père était alcoolique. Ma mère travaillait jour et nuit pour nous nourrir. J'ai toujours juré que je ne serais jamais comme eux, que je réussirais, que j'aurais de l'argent, du respect. Il a toussé. L'infirmière est entrée, a vérifié les machines, puis est repartie. Et quand j'ai perdu cet argent à la banque, quand j'ai compris que j'allais tout perdre, je suis devenu fou. J'ai pensé que si je pouvais juste récupérer un peu d'argent, juste assez pour rembourser mes dettes, tout redeviendrait normal. Mais ce n'était pas ton argent, Timothée. C'était celui de ma mère. Je sais, mais à ce moment-là, je ne voyais plus rien. Je ne pensais qu'à sauver ma peau. Je suis restée en retrait. J'écoutais. Et malgré tout ce qu'il avait fait, malgré toute la douleur qu'il nous avait causée, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la pitié. Pas du pardon. Pas encore. Mais de la pitié. Parce que l'homme qui était allongé dans ce lit n'était plus le Timothée charmant et manipulateur que j'avais connu. C'était un homme brisé, détruit par ses propres choix. Mathilde s'est levée. Timothée, je ne peux pas te pardonner. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais je voulais que tu saches que je ne te souhaite pas de mal. Je veux juste que tu te reconstruises. Loin de moi. Loin de ma mère. Il a hoché la tête. Je comprends. Et je te remercie d'être venu. C'est plus que ce que je méritais. Mathilde s'est tournée vers moi. Maman, tu veux lui dire quelque chose? J'ai regardé Timothée. Cet homme qui avait essayé de me voler ma maison, ma dignité, ma vie.
Et j'ai dit calmement, « Timothée, je ne vous pardonne pas, mais je ne vous en veux plus. La vie vous a déjà rendu ce que vous nous avez fait, et c'est une punition bien plus grande que tout ce que j'aurais pu imaginer. » Il a fermé les yeux. Une larme a coulé. « Ah, merci Apolline, merci d'être venue. Nous sommes sortis de l'hôpital en silence. » Mathilde pleurait doucement. « Maman, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que j'allais le haïr. Mais quand je l'ai vu comme ça, si faible, si détruit, j'ai juste eu de la peine. C'est normal, ma chérie. C'est humain. Tu crois qu'il va s'en sortir? Je ne sais pas, mais ce n'est plus notre problème. Il a fait ses choix. Maintenant, il doit vivre avec les conséquences. » 3 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de l'hôpital. Timothée était sorti des soins intensifs. Il avait été transféré dans un centre de réhabilitation psychiatrique. Il allait suivre un traitement, une thérapie, et il avait demandé à ce qu'on me transmette un message. « Madame Darcy, je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je voulais que vous sachiez que je vais passer le reste de ma vie à essayer de devenir un meilleur homme. Pas pour vous, pas pour Mathilde, mais pour moi. Parce que je ne veux plus jamais être celui que j'ai été. Merci de m'avoir montré, par votre dignité, ce que signifie vraiment être humain. Timothée. » J'ai replié la lettre et je l'ai rangée dans un tiroir. Ce soir-là, Mathilde et moi avons dîné sur la terrasse. Le soleil se couchait. Le ciel était rose et doré. « Maman, tu crois que Timothée va vraiment changer ? » Je ne sais pas. Peut-être, ou peut-être pas, mais ce n'est plus notre responsabilité. Tu ne regrettes rien ? Non. Je regrette juste de ne pas avoir vu plus tôt, de ne pas t'avoir protégé plus tôt. Tu m'as protégée, maman, à ta manière, au bon moment. Elle a pris ma main. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on vit, on profite, on reconstruit. Elle a souri. Oui, on reconstruit. Les mois ont passé. Mathilde a définitivement divorcé. Elle a retrouvé sa joie de vivre. Elle a même rencontré quelqu'un, un avocat du cabinet, un homme gentil, respectueux. Moi, j'ai continué à m'occuper de mon jardin, de ma maison, de mes souvenirs. Et parfois, en regardant la photo d'Henri et moi sur le mur, je lui disais « Henri, j'ai tenu bon. J'ai protégé notre maison, notre fille, notre héritage, comme tu me l'avais demandé. » 1 an après la tentative de suicide de Timothée, j'ai appris par hasard qu'il avait quitté Paris. Il était parti dans le sud de la France, dans un petit village. Il travaillait comme éducateur dans une association pour jeunes en difficulté. Il avait tout recommencé, loin de nous, loin de son ancienne vie. Et pour la première fois, j'ai pensé, peut-être qu'il a vraiment changé. Peut-être que la vie lui a donné une seconde chance. Mais ce qui comptait, ce n'était pas ce qu'il était devenu. C'était ce que nous étions devenus, Mathilde et moi. Plus fortes, plus lucides, plus unies. Nous avions traversé la tempête et nous en étions sorties vivantes. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel. La justice ne vient pas toujours des tribunaux. Elle ne vient pas toujours de la vengeance. Elle vient du temps, du karma, des conséquences naturelles. Timothée avait voulu me voler ma vie. Et finalement, c'est lui qui avait tout perdu. Sa femme, son travail, sa santé, sa dignité. Non pas parce que je l'avais puni, mais parce que ses propres choix l'avaient détruit. Elle m'avait traité de folle, de sénile, de femme incapable. Des années plus tard, c'est lui qui avait fini dans un hôpital psychiatrique. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et moi, j'étais toujours là, dans ma maison, dans mon jardin, avec ma fille, debout, digne, en paix. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu pitié ou auriez-vous continué à le haïr? Aujourd'hui, j'ai 65 ans. 3 ans se sont écoulés depuis cette nuit où j'ai installé des caméras dans ma propre maison. 3 ans depuis que j'ai découvert la vérité sur Timothée. Et 3 ans depuis que j'ai choisi de me battre plutôt que de me soumettre. Je suis assise dans mon jardin, sur ce même banc où Henri et moi passions nos soirées d'été. Les pivoines sont en fleurs, roses, blanches, parfaites. Le soleil décline doucement. Le ciel est d'un bleu profond, parsemé de nuages dorés. Mathilde est à l'intérieur. Elle prépare le dîner. J'entends sa voix qui fredonne une chanson. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens légère. Cette histoire, je l'ai gardée pour moi pendant longtemps. Trop longtemps, peut-être. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de la raconter. Pas pour me venger, pas pour me plaindre, mais pour que d'autres femmes sachent, pour qu'elles comprennent qu'on peut avoir 60 ans, 65 ans, 70 ans et être manipulée. Qu'on peut être éduquée, intelligente, forte et tomber dans un piège. Parce que les manipulateurs savent comment agir. Ils connaissent nos faiblesses, nos peurs,
nos besoins. Et il les utilise. Pendant des mois, j'ai cru que c'était ma faute, que j'étais trop naïve, trop confiante, trop faible. Mais j'ai compris quelque chose avec le temps. Ce n'était pas ma faute, c'était la sienne. Timothée a fait des choix conscients, délibérés. Il a choisi de mentir, de manipuler, de voler. Et moi, j'ai choisi de résister. Quand je repense à cette période, je me revois dans cette chambre d'hôtel, seule, terrifiée, en train de regarder les écrans de mon téléphone. Je me revois en train de trembler, de pleurer, de douter de moi-même. Et je me dis, comment ai-je trouvé la force? La réponse est simple. Henri. Pas le Henri réel, celui qui est parti, mais le Henri que je porte en moi. Ses valeurs, ses principes, sa dignité. Chaque fois que j'avais peur, je me demandais, qu'est-ce qu'Henri aurait fait? Et la réponse était toujours la même. Il se serait battu, avec élégance, avec intelligence, mais il se serait battu. Mathilde sort sur la terrasse. Elle porte un plateau avec 2 tasses de thé. « Maman, tu rêvasses ?» Je souris. « Oui, je pensais à tout ce qui s'est passé. » Elle s'assoit à côté de moi. Elle me tend une tasse. « Tu sais, parfois je me demande ce qui serait arrivé si tu n'avais rien fait. Si tu avais signé ces documents. Nous aurions tout perdu. La maison, l'argent, notre dignité. Et moi, j'aurais vécu toute ma vie avec un homme qui ne m'aimait pas vraiment, qui m'utilisait. Oui, elle boit une gorgée de thé. Merci maman, merci de m'avoir sauvée, même si je ne voulais pas être sauvée à ce moment-là. Tu te serais sauvée toi-même, un jour, j'en suis certaine, peut-être, mais tu m'as évité des années de souffrance. Je prends sa main, c'est ce que font les mères. Elles protègent, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Ces dernières années, j'ai beaucoup réfléchi à la vie, à l'amour, à la famille. Et j'ai compris que la famille n'est pas toujours un refuge. Parfois, c'est un champ de bataille. Parfois, ce sont ceux qu'on aime le plus qui nous font le plus de mal. Pas par méchanceté, mais par faiblesse, par peur, par cupidité. Timothée n'était pas un monstre, c'était un homme faible, un homme qui avait peur de perdre, un homme qui avait fait de mauvais choix. Et ces choix ont détruit sa vie. Pas moi, pas Mathilde, pas la police. Ses propres choix. C'est ça le karma. C'est ça la justice naturelle. On finit toujours par payer pour ce qu'on a fait. Pas tout de suite, pas de manière spectaculaire. Mais un jour, la vie vous présente l'addition. Et il faut payer. J'ai appris d'autres choses aussi. J'ai appris que le silence n'est pas toujours de l'or. Parfois, le silence est une prison. J'ai passé des mois à me taire, à accepter, à subir, parce que c'est ce qu'on m'avait appris, parce que c'est ce que font les femmes de ma génération. On garde la paix, on évite les conflits, on se sacrifie, mais à quel prix? Aujourd'hui, si je pouvais parler à la femme que j'étais il y a 3 ans, je lui dirais « Apolline, ouvre les yeux, ne te laisse pas faire, ta gentillesse n'est pas une faiblesse, mais elle ne doit pas te rendre aveugle. Quand quelque chose te semble faux, c'est probablement faux. Quand quelqu'un insiste trop, pose trop de questions, fouille trop dans tes affaires, méfie-toi. Et surtout, ne signe jamais rien sans comprendre. Jamais. Madame Leclerc m'a rendu visite la semaine dernière. Nous avons pris le thé dans le salon, comme 2 vieilles amies. Vous savez, Madame Darcy, j'admire votre courage. Mon courage? Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Si, vous vous êtes défendue. Beaucoup de femmes de notre âge auraient abandonné, auraient cédé. J'ai failli céder, plusieurs fois. Mais vous ne l'avez pas fait, et c'est ça qui compte. Elle a souri. Vous êtes un exemple pour toutes les femmes qui pensent qu'à 60 ans, la vie est finie, que c'est trop tard pour se battre. Ce n'est jamais trop tard. Exactement. Mathilde a refait sa vie. Elle a épousé Julien, cet avocat du cabinet. Un homme bon, doux, respectueux. Ils ont acheté un appartement près d'ici. Pas trop grand, pas trop cher, mais chaleureux. Et il y a 2 mois, Mathilde m'a annoncé qu'elle était enceinte, mon premier petit enfant. Quand elle me l'a dit, j'ai pleuré, de joie, de soulagement, parce que cela signifiait que la vie continuait, que malgré tout ce qui s'était passé, il y avait de l'espoir, un nouveau départ, une nouvelle génération. Parfois, je pense à Timothée. Je me demande comment il va, s'il a vraiment changé, s'il est heureux. Je ne lui souhaite pas de mal. Plus maintenant. Je lui souhaite juste la paix, la conscience, la lucidité. Parce qu'au fond, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un qui nous a fait du mal, qu'il comprenne, qu'il regrette, qu'il devienne meilleur. Hier soir, j'ai relu le testament que j'ai signé il y a 3 ans. Tout est clair, tout est protégé.
Mathilde héritera de la maison, de l'argent, de tout. Et Timothée, même s'il revenait, ne pourrait jamais rien réclamer. C'était important pour moi de savoir que mon héritage, celui qu'Henri et moi avons construit pendant toute une vie, ne tomberait jamais entre de mauvaises mains. Ce matin, en me réveillant, j'ai pensé à Henri. Henri, j'espère que là où tu es fier de moi. J'ai protégé notre maison, notre fille, notre héritage. Et maintenant, je peux vivre en paix. Et j'ai senti, comme une caresse invisible, qu'il était là, qu'il avait toujours été là. En fin de compte, cette histoire n'est pas une histoire de trahison. C'est une histoire de survie. C'est l'histoire d'une femme qui a refusé d'être une victime, qui a refusé de perdre sa dignité, qui a choisi de se battre, même quand tout semblait perdu, et qui a gagné, pas en détruisant son ennemi, mais en restant debout. Si mon histoire peut t'aider, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à comprendre qu'elle n'est pas folle, qu'elle n'est pas seule, qu'elle a le droit de se défendre, de dire non, de refuser, alors tout cela aura eu un sens. J'ai 65 ans, je vis dans ma maison, celle que j'ai toujours aimée. Ma fille vit près de moi, heureuse, en sécurité. Bientôt, je serai grand-mère, et je peux regarder le ciel sans avoir peur. Je peux dormir sans avoir à surveiller les écrans. Je peux vivre, simplement vivre. Parfois, en regardant mes pivoines, je me dis que la vie est comme un jardin. Il faut savoir quoi garder, quoi arracher, quoi protéger. Il faut savoir reconnaître les mauvaises herbes avant qu'elles n'étouffent les fleurs. Et il faut avoir le courage de les arracher, même si ça fait mal, parce qu'un jardin négligé finit par mourir. Mais un jardin entretenu avec amour peut durer des générations. Voilà mon histoire. Une histoire que j'ai gardée pour moi pendant trop longtemps. Mais aujourd'hui, je la partage, avec vous, parce que je sais que quelque part, il y a une femme qui vit la même chose, qui doute, qui a peur, qui se demande si elle est folle. Et je veux qu'elle sache, non, tu n'es pas folle. Oui, tu as le droit de te défendre. Et non, tu n'es pas seule. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Parce que parfois, une histoire peut changer une vie. Parfois, un témoignage peut sauver une femme. Parfois, la vérité est la plus belle des victoires. Abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.